Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence de gestion des risques du groupe Le Parisien Les Échos. Je suis ravie de vous retrouver cette année particulièrement difficile et où les enjeux sont importants pour les entreprises et en particulier pour la gestion des risques. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre à distance. N'hésitez pas néanmoins à nous envoyer vos questions. Elles m'arriveront au fur et à mesure et j'essaierai de les poser dans la limite du timing que nous avons, qui est assez serré car notre emploi du temps est très riche. Alors, pour ceux qui sont ici, je vous rappelle que nous devons rester masqués. Les intervenants seront masqués eux aussi. Ils ont promis d'intervenir sans filtre, mais resteront masqués. J'espère que ce ne sera pas trop dur pour vous. Alors pour cette journée, nous avons prévu 5 séquences. 3 tables rondes nous permettront de revenir sur le déroulé de la crise. Comment est-ce que les entreprises ont subi le choc ? Comment est-ce que leurs process de gestion de crise se sont mis en route, plus ou moins, nous allons le voir. Et puis nous verrons quelles sont les conséquences aujourd'hui qui doivent être tirées, qui sont déjà tirées en matière de gestion des risques. Par ailleurs, nous allons nous poser la question de l'assurance et évoquer le retournement du marché de l'assurance et ses perspectives. Et puis, en clôture, le président de l'AMRAE nous donnera ses leviers clés pour faire face aux tempêtes qui, chaque année, semblent plus lourdes. Je vais d'abord appeler les 2 intervenants pour la première table ronde. Nous allons donc nous pencher sur le déroulé de la crise. Et je vais appeler Guillaume Lidvac et Sophie Mauclair à me rejoindre. Alors, bonjour à tous les deux. Vous êtes 2 représentants de la gestion des risques en entreprise. Sophie Mauclair, vous êtes administratrice de l'AMRAE et directeur des risques et des assurances de Thales 10 pour Digital Identity and Security. Guillaume Lidvac, tu es directeur de l'audit interne et des risques du groupe Carrefour. Alors, en complément et à distance, Céline Oziourt, qui est senior économiste pour la France et l'Afrique du groupe Euler Hermès, nous donnera une vision un peu plus macroéconomique. Alors, je disais à distance, nous allons vérifier tout de suite. Bonjour Céline, bonjour. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez ? Je vous entends très bien, je vous vois très bien. Bonjour. Parfait, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je dois vous avouer, si vous avez regardé le programme un peu en détail, nous avons fait face à une petite crise hier, nous aussi, et heureusement, Sophie a accepté de remplacer. Elle a été notre plan de continuité d'activité, et merci Sophie. Alors, je disais que cette crise, ce choc frontal, comment ça s'est passé dans vos entreprises ? Guillaume, peut-être un petit point sur le choc qui est arrivé le 16 mars et un peu avant chez toi, en fait. Explique-nous pourquoi. Oui, bonjour Cécile. Donc effectivement, le 16 mars, ça a été un choc pour tout le monde, mais je pense que c'est un choc, on y était un petit peu préparé. Le 16 mars exactement, si on pointe ce jour, c'est le début du confinement en France. Et on avait 2 situations un peu paradoxales. On avait un personnel magasin, entrepôt extrêmement mobilisé et présent en magasin avec beaucoup d'énergie et avec le respect des mesures barrières. Et puis un personnel siège qui, lui, était en télétravail obligatoire. Donc c'était cette situation-là le 16 mars. Et en fait, la préparation s'est faite au fur et à mesure et je dirais que l'avantage du groupe Carrefour, le fait de sa présence internationale, c'était en particulier sa présence en Chine. Notre directeur de la sécurité groupe était l'ancien directeur de la sécurité Chine, donc il a pu capter très très vite les premiers signaux arrivant de Chine et de Wuhan. Et ça, c'était très pertinent parce qu'il a pu tout de suite se rendre compte et puis mobiliser sa file sécurité. Et en particulier, par exemple, fin janvier, tout de suite demander à ses patrons de sécurité pays de procéder à des achats de masques. C'était une première mesure. Après, on a vu, je dirais, c'était l'accélération avec les premiers décès. L'Italie qui montait énormément. On est aussi présent en Italie. Donc ça permet tout de suite de capter un petit peu ce qui se passe là-bas. Et on arrive à une plus forte communication, surtout fin février, avec
les nouvelles, la hotline, avec les gestes barrières, avec les procédures voyage. Tout ça se met en place progressivement. Les cellules de crise pays aussi s'installent, et avec une coordination groupe. Donc tout ça se met en place pour arriver finalement au 16 mars avec une mobilisation forte et une certaine préparation. Je ne dis pas que pendant toute cette période, il n'y a pas eu parfois un peu de minimisation ou d'incertitude forte, mais globalement une organisation qui était assez préparée. Et pour finalement arriver à une mission spéciale intéressante, c'était celle qui a mobilisé mon équipe, la sécurité et d'autres, pour aller visiter les magasins pour le respect des gestes barrières. Voilà. Sophie, chez vous, est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de ce début d'année ? Bien écoutez, moi j'ai relu hier soir, en fait, pour ce matin, le journal de bord que nous avions tenu chez DIS sur cette crise Covid. Et en fait, j'ai constaté qu'au 2 mars, on avait déjà lancé différentes cellules de crise dans différents pays, avec des mesures sanitaires en place qui étaient inspirées en fait, des crises précédentes que nous avions connues au niveau du SRAS et H1N1. Et nous avions également au 2 mars déjà une cellule de crise au niveau coordination centrale chez DIS. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on a réussi à se mettre hors de bataille aussi rapide ? Alors clairement, on ne va pas se mentir, on n'avait pas anticipé la pandémie, le scénario qu'on a connu, mais vraiment, en fait, on a historiquement donc chez Gemalto, donc qui est maintenant chez DIS, Thales Group, donc on a chez Gemalto en fait un dispositif de gestion de crise qui est déployé depuis plus de 10 ans, qui est éprouvé avec une organisation maillée au niveau des pays, au niveau des sites, au niveau des business, au niveau corporate. Donc très rapidement, on s'est mis en ordre de marche avec donc, des points de situation réguliers, des réunions d'alignement quotidiennes. Là où ça s'est un petit peu gâté, en fait, c'est quand on a, quelques semaines après, commencé à recevoir des injonctions de patrons de pays de Thales, voire du corporate de Thales, qui peut-être étaient un petit peu moins préparés aux événements inattendus, et qui nous ont demandé de fermer des sites, de passer à un chômage partiel massif, parce que voilà, c'est pour de précaution. Donc on a maintenu en fait notre stratégie de gestion de crise, on a maintenu nos sites ouverts, et puis finalement, en fait, ça s'est révélé être une stratégie gagnante, parce qu'on a assez rapidement après reçu des commandes de la part de clients bancaires et téléphonie mobile qui, eux, avaient des ruptures d'approvisionnement de la part de nos concurrents, d'autres fournisseurs, et qui, en fait, aussi voulaient créer des stocks. Donc là, stratégie gagnante là-dessus. Et par contre, après, dans la suite, on a aussi des aliénations de commandes, des reports de projets de la part de clients gouvernementaux qui, eux, par contre, avaient des restrictions budgétaires et avaient aussi moins de demandes de citoyens qui voyageaient moins, ont moins besoin de passeport. Donc voilà comment c'est passé, en fait. Donc assez rapidement en ordre de marche, une complexité parce qu'on était dans un groupe, mais globalement, voilà une crise qu'on a gérée effectivement de manière assez coordonnée. Très concrètement, avec le confinement, vous n'avez jamais fermé vos sites, hein ? Alors comment ça s'est passé ? En fait, on a pris la décision de ne pas fermer les sites, sauf obligation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a de nombreux de nos clients qui sont considérés dans leur pays comme d'importance vitale et qui avaient obtenu une dérogation pour le compte de Thales DIS de laisser en fait leurs fournisseurs ouverts. Par contre, on a fermé des sites, bien évidemment, quand il y avait des cas qui étaient positifs, qu'il fallait désinfecter, nettoyer. Donc là, on a fermé des sites. Mais globalement, on est resté en fait opérationnel. Donc on est passé comme au chômage partiel sur certains sites, bien évidemment. Mais la stratégie, c'était on reste ouvert au maximum. Alors, peut-être un point sur certains de vos confrères à l'AMRAE en tant que l'administrateur. Comment est-ce que vous avez... j'ai l'impression que vous en êtes bien sortis. Alors, si on fait si on regarde un peu plus largement dans d'autres structures que vous avez pu voir à l'AMRAE, beaucoup des groupes ont dû fermer. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un petit éclairage sur la majorité ? Alors, sans en parler de l'AMRAE, déjà même chez Thales. Chez Thales aussi, en fait, chez Thales, c'est pas que DIS. Thales aussi, l'avionique. Et si Philippe Cotel était là ce matin, il aurait parlé de Airbus. Et l'avionique, c'est l'aéronautique, et donc il y a des secteurs qui ont été très, très violemment impactés. Et donc chez Thales, on l'a annoncé même il y a quelques jours, on fait un plan de restructuration, enfin des réductions d'effectifs, parce qu'on doit faire face aussi à des activités qui sont en baisse de régime. Donc globalement, il y a des secteurs qui ont été très fortement impactés, et ça, enfin... Oui, là, on est non plus sur le mois de mars, mais sur les conséquences qu'on peut avoir aujourd'hui, où on n'a pas fini économiquement de tirer les conséquences. Tout à fait. Alors justement, Céline, si on élargit un petit peu, comment est-ce que vous voyez ces conséquences aujourd'hui ? Comment est-ce que les impacts sectoriels qu'on peut voir de cette crise depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui ?
Très bien, mais pour moi aussi, ça a été très utile les témoignages de Guillaume et de Sophie, parce que c'est vrai que pour les grands groupes, déjà si vous avez l'exposition en Chine, vous avez un savoir-faire de gérer ce genre de risque, mais ce qui n'était pas le cas pour les PME, pour plein d'autres entreprises de moyenne taille, tout simplement, parce qu'au mois de mars, notre économie a subi un choc inédit avec la fermeture des unités de production. Donc là, nous parlons de 30% de perte d'activité au niveau d'agrégé. Ensuite, à partir de mai, nous avons commencé à ouvrir petit à petit. Et en été, nous étions toujours à moins 5% d'activité par rapport à la normale. Mais quand je vous donne ces chiffres, la particularité de cette crise, c'est qu'elle a frappé les secteurs, mais aussi les territoires de manière très, très, très inégale. Par exemple, vous avez les secteurs de pharma et l'agroalimentaire qui s'en sortent plutôt bien. Et d'autre part, comme nous venons d'entendre aussi, vous avez les secteurs d'aéronautique, de transport, d'hôtellerie, de restauration qui vont être affectés pendant longtemps. Il est difficile de dire après, il y aura aussi un changement de comportement irréversible sûrement après cette crise. Mais ce que je veux souligner du côté de l'État, cette fois-ci, l'État a agi très vite par rapport, peut-être on a beaucoup appris de la crise de 2008 aussi. L'État a agi très vite à mettre en place ces dispositions de chômage partiel, prêts garantis par l'État et le Fonds de solidarité. Et ça a été très important, surtout pour les PME, parce qu'à l'arrivée de la crise, les PME en France n'avaient que 2 mois de trésorerie, en fait, pour tenir. Du coup, ils ont fait appel, je pense par peur aussi, comme Sophie en parlait aussi, les structures qui n'étaient pas préparées à ce genre de choc, ils ont fait appel massivement au chômage partiel en mettant un employé sur 2 au chômage, ayant autorisation au moins, et aussi en ayant ces prêts garantis par l'État, quitte à les déposer sur leur compte courant à la banque pour faire face aux aléas qui risquent d'arriver plus tard. Si on regarde un peu dans le détail, quels sont les sujets risques qui ont été les plus importants pour vous au cours de ces quelques mois? Guillaume? Alors, je pense que le premier risque et la priorité absolue, c'était tout ce qui est sécurité sanitaire. Tous les protocoles sanitaires en magasin, distanciation, port des masques, gel hydroalcoolique, toutes ces mesures-là ont dû être mises en place rapidement et ça a été la priorité. Je dirais un deuxième risque, c'est la supply chain. Face à des pics très importants de demande, il a fallu y faire face, il a fallu se connecter avec les fournisseurs, regarder les transporteurs et identifier les situations de saturation. Et le risque là, c'est la rupture en magasin. À la fin, il faut servir le client et fournir. Donc, pour la petite histoire, beaucoup de commandes en fait se passent via des algorithmes basés sur l'historique. Quand il y a des pics complètement erratiques, il faut s'adapter, passer au manuel, et donc il faut adapter tous les processus supply chain. Troisième risque, je pense que c'est la finance. Il y a l'accès au marché des capitaux, la situation de cash a sensibilisé beaucoup d'entreprises. Il a fallu regarder précisément, faire souvent un suivi journalier, procéder parfois à des émissions obligataires et tout de suite sécuriser les finances. Ça, c'est très important. Et finalement, quatrième point, je mettrais peut-être le risque cyber, parce qu'on a vu pendant cette période avec beaucoup de personnel en télétravail qu'il y a eu des vulnérabilités, des fragilités et aussi des attaques qui se sont un petit peu multipliées. Il a fallu revoir les protocoles et essayer de sensibiliser aussi le personnel à la cybersécurité. Sophie, vos risques phares pendant cette période? Pour compléter ce que disait effectivement Guillaume, donc bien évidemment risque sanitaire, mais je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on était tous dans la même situation. Alors après, dans les enjeux qu'on a eu à mener, c'est des enjeux à la fois de flexibilité par rapport à tout ce qui est télétravail, travail à distance, et en même temps sécurité. Parce que historiquement, même si on avait l'habitude de travailler à distance avec des cartes VPN, des connexions sécurisées, il y a quand même des fonctions qui n'étaient pas autorisées chez nous à travailler à distance, pour des raisons sécuritaires, comme des développeurs en R&D. Donc là, très rapidement, il a fallu se doter de moyens pour leur permettre effectivement d'avoir des outils de travail, des connexions sécurisées, mais plus flexibles. Deuxième enjeu que nous avons eu, c'est, comme tu le disais, supply chain, parce qu'on s'était engagé à continuer à livrer nos clients.
Mais en fait, concrètement, quand vous avez des restrictions au niveau des vols et que en fait, vous devez approvisionner vos clients à l'autre bout du monde, il faut passer par des routes beaucoup plus compliquées. Et donc, il y a une notion d'optimisation du délai de livraison versus le coût de livraison. Le troisième point aussi qu'on nous avons à gérer, c'est tout ce qui est finance, profitabilité. Donc, il y a eu des groupes de travail qui ont été menés sur l'impact financier au niveau des différents business, l'impact contractuel, l'impact juridique par rapport aux engagements que nous avions pris. Bon, après, il y a également des enjeux en fait, qui étaient sur la main-d'œuvre dans nos usines, donc sujet classique. Mais qu'à un moment donné, vous avez, je prends le cas de Singapour, un gros site que nous avons chez DIS. Singapour a une main-d'œuvre qui vient principalement de Malaisie et que Singapour ferme ses frontières. On a dû se retrouver à devoir loger nos ouvriers à Singapour pour leur permettre de continuer à travailler. Des questions comme ça. Donc voilà, des exemples. Alors, Céline, on a la chance d'avoir sur scène deux entreprises, deux représentants d'entreprises qui, globalement, ont continué d'avoir une forte activité. Et donc, on comprend que les sujets financiers ne viennent pas au premier plan. Pour vous, avec une vision peut-être... Si. Quand même. D'accord. J'étais impressionnée. J'ai vu des entreprises qui les citent en premier. C'était pour quand même dire que tous les sujets que tout le monde a eu, et je voulais compléter avec des sujets plus spécifiques peut-être. Mais si. Alors, en macro, peut-être, Céline, quels sont les risques que vous avez vus, vous, apparaître au premier plan ? D'accord. Déjà, avant l'arrivée de la crise, les entreprises françaises n'étaient pas en très bon état. Je veux dire, lorsque vous comparez avec nos voisins, les entreprises françaises étaient les plus endettées, qui avaient les marges les plus faibles et le ratio de fonds propres était en dessous de la moyenne européenne. Mais bien sûr, cette crise n'a pas arrangé les choses. Qui dit PGE dit aussi surendettement. Et nos entreprises vont perdre 3% de marge en moyenne vers la fin de l'année. Et aussi, elles ont perdu de fonds propres, tout simplement parce qu'elles ont plus de dettes et elles ont fait moins de profits. Donc, quand on met ce cocktail ensemble, qu'est-ce qu'il en sort ? Pour moi, le risque le plus grave, c'est la défaillance des entreprises en dominant. Et on attend ceci à partir de début de 2021. Nous attendons une explosion de défaillance de 32% l'année prochaine. Et aussi, bien sûr, qui parle d'une telle vague, il y aura des répercussions sur les secteurs en amont, en aval, et ça va affecter notre économie de manière grave. Et deuxième risque que je vais mentionner, c'est lié à ces défaillances, c'est le financement. Mais ce n'est pas par rapport au financement à travers les marchés, mais le financement bancaire. Nous pouvons très bien nous attendre à ce que les banquiers commencent à serrer les conditions de crédit. Ils le font déjà pour le crédit immobilier. Nous voyons une augmentation de 60% de taux de refus de la part de banques. Et nous attendons à ce que l'année prochaine, les banques commencent à serrer les vis pour accorder des crédits aux entreprises. Et bien sûr, ça va être une très mauvaise nouvelle pour financer les investissements, pour redémarrer son activité. Merci Céline. Alors, il y a une question qui revient souvent, j'ai envie de dire, dans le grand public. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu cette crise venir ? Pourquoi est-ce que la pandémie n'était pas dans vos plans dans vos plans de charge, enfin dans vos plans de gestion des risques, ça semble avoir été oublié comme risque. Alors, je dirais peut-être pas ça complètement, mais c'est vrai que souvent dans les dispositifs ERM, Enterprise Risk Management, la cartographie des risques, souvent met en lumière les risques opérationnels, ceux qui sont actifs, ceux qui ont une probabilité relativement forte d'occurrence. Et là, il s'agit de risques à fort impact, mais à très faible probabilité. Et souvent, ils sont un petit peu mis de côté. Et là, c'est peut-être, j'ai envie de dire, une prise de conscience forte que ces risques-là doivent être mis aussi dans le dispositif et qu'il faut être vigilant. Alors après, dire qu'on n'a pas vu la crise venir, je pense que j'ai souligné tout à l'heure qu'on l'a un petit peu venir. On avait effectivement l'expérience de crise pandémique passée. Après, c'est peut-être l'ampleur qui a pu être minimisée. Et aussi peut-être les scénarios qui ont pu tourner autour de ça, avec les mesures gouvernementales qui ont fluctué, et donc la prise en compte de différents scénarios et d'incertitudes. Voilà. Mais je pense que en tout cas pour la grande distrie, je pense que, enfin pour Carrefour, il y avait quand même
une anticipation quand même de ce risque. Oui, mais grâce à ton implantation, comme tu l'as bien expliqué. Grâce à l'implantation internationale. Ouais. Sophie ? Donc c'est vrai que quand vous regardez des univers de risque un peu macro, vous voyez toujours le mot pandémie. Style World Economic Forum, vous voyez pandémie qui apparaît effectivement sur cet univers de risque. Après la question, c'est pourquoi effectivement ce risque n'était pas plus identifié dans les cartographies des risques, des groupes notamment. Alors on l'avait nous au niveau de risque local, dans le risque pays, et comme a dit Guillaume, pas du tout avec la magnitude planétaire que nous avons connue. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est si on mettait ce risque au niveau d'une cartographie des risques, quel serait le traitement qu'on en ferait derrière? Alors maintenant, on a un peu plus de recul, mais peut-être qu'on aurait acheté des masques, ces masques auraient été réquisitionnés, ces masques auraient fini dans des stocks périmés, donc finalement, un traitement assez parcellaire. Et en plus, quand vous présentez une cartographie des risques en tant que risk manager à votre COMEX, naturellement, quand on doit prioriser les risques, le COMEX va avoir tendance à déprioriser ces risques d'ampleur colossale, en disant que tout le monde serait confronté à ça, et va plutôt vouloir mettre l'accent sur des risques plus concrets, a priori à un moment T, plus concrets, plus appréhendables, et donc plus gérables. Voilà, parce que sinon, ça paraît trop important à gérer. Donc effectivement, il était un petit peu oublié de nos cartographies des risques en tant que tels, même si finalement, on le retrouvait via d'autres risques, par exemple l'interruption de l'activité, la supply chain. Donc il était, mais sous d'autres types de risques. En fait. Sous ses conséquences, en fait. Exactement. Céline, sur la négligence du risque sanitaire ? Je ne dirais pas négligence, mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume et Sophie. On n'avait pas cette culture de risque, tail risk qu'on appelle, qui ont très peu de probabilité d'arriver et qui frappent très fort quand ça arrive. On prenait en compte quand même de ce risque pour les régions peu développées du monde. Pour l'Afrique, par exemple, je connais plein d'entreprises qui tenaient compte de ce risque de maladie, de crise sanitaire. Mais qu'est-ce qui est à venir, je pense, il faut penser plus positivement et ça nous a sensibilisés à ce type de risque. Et j'aimerais y assimiler aussi le risque de catastrophe naturelle, parce que, pareil, il y a peu de chances que ça arrive, mais quand ça arrive, les dégâts sont très, très lourds. Et ce qu'il faut faire maintenant, il faut adapter l'assurance de ce risque. Vous allez en discuter plus, j'imagine, dans votre table ronde après. Mais il faut que les assureurs arrivent aussi à apporter des réponses, proposer des produits avec une tarification acceptable pour couvrir contre ce type de risque. Alors, peut-être parlons-en tout de suite, Sophie. La crise a mis en évidence qu'il y avait des pertes d'exploitation sans dommage. J'ai envie de dire que c'est une deuxième couche après les gilets jaunes. Alors, je sais qu'il y a des réflexions, des travaux là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être ? Alors, c'est vrai que cette question de la perte d'exploitation sans dommage est une vraie question que se posent tous les risk managers. Alors, concrètement, une entreprise... Mais concrètement, comment ça fonctionne ? C'est quand vous avez, en fait, un bâtiment avec un incendie qui est détruit, vous avez des conséquences financières suite à cette destruction, c'est dommage, et donc vous êtes assuré. Bon. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, en termes de solutions d'assurance, il y a très peu de solutions d'assurance qui existent, avec des pertes d'exploitation prises en charge, quand finalement il n'y a pas de dommage. Concrètement, les gilets jaunes, des magasins ont dû fermer, des entreprises ont dû fermer, elles n'ont pas pour autant été impactées en termes de dommages, mais elles sont dans l'incapacité de continuer à faire du business. Donc perte financière. Et c'est vrai que l'AMRAE avait déjà alerté à l'époque de la crise des Gilets jaunes sur ce besoin d'assurance. Et quand on a connu cette crise Covid, le besoin est revenu sur le devant de la scène. Et là, vraiment, je dirais, les acteurs se sont saisis du sujet. Donc il y a un groupe de travail qui a été mis en place, piloté par la direction du Trésor. À ce groupe de travail étaient associés donc, différents acteurs du monde de l'assurance, la FFA, des entreprises via leur fédération, comme l'AMRAE était extrêmement motrice dans ce groupe de travail, mais également aussi des assureurs et des pouvoirs publics. Donc ces acteurs ont réfléchi ensemble à quelles pouvaient être les solutions qu'on pouvait apporter aux entreprises. Donc après, il y a des points de vue qui peuvent être un petit peu divergents. Donc, concrètement, la position de l'AMRAE, c'est vraiment de ne pas avoir une solution unique pour tous, mais plutôt d'avoir une solution qui soit différenciée suivant les entreprises, qui mette vraiment en avant la gestion des risques. Donc, sans dévoiler les conclusions que je ne connais pas sur le travail, mais l'idée, c'est d'avoir une loi qui sera promulguée très prochainement. Et cette loi donnera lieu à des conditions d'assurance différentes qui seront offertes aux entreprises. Donc, on attend impatiemment les conclusions de ce groupe de travail qui avance très bien.
Merci beaucoup Sophie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vous vois très mal, hein, donc je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. On a un petit peu de temps. J'ai vu qu'en ligne aussi, vous pouvez poser vos questions en bas de l'écran et elles me sont transmises. Pour le moment, je n'en vois pas, mais n'hésitez pas. Alors, Guillaume, tu es aussi en charge de l'audit interne. Et comment est-ce que l'audit interne a été impliqué ou pas dans cette crise? Est-ce que c'est aussi un sujet pour les auditeurs internes? C'est un vrai sujet. En fait, le premier réflexe qu'on a eu, c'était un réflexe de solidarité et d'aide. Et je pense que sur une base de volontariat, je suis assez fier de mes équipes qui ont proposé leur aide en magasin, c'est-à-dire la mise en rayon et enfiler la chasuble Carrefour, essayer d'aider. C'est le premier réflexe. Ça peut être aussi une aide en call center. Il y a combien de personnes dans les équipes d'audit interne chez vous? Alors, pour la partie Europe, une vingtaine, et aussi en Amérique latine, une dizaine de personnes. Ça, c'était le premier réflexe. Deuxième réflexe, ça a été de participer à l'audit et de la mise en place des mesures barrières dans les magasins. Ça, c'était important de le faire. Après, l'audit interne est ce qu'on appelle la troisième ligne de défense. C'est très important dans une situation où les vulnérabilités augmentent, les fragilités, des nouveaux processus qui se mettent en place. Il était inconcevable que l'audit interne reste complètement indifférent à ça. Et donc, il a dû adapter ses méthodes, certes, mais il a dû être présent. Et donc, on a continué en mode un peu dégradé, on va dire, ou à distance, et on a poursuivi nos activités. Et il y a de nouveaux audits qui se sont mis en place, par exemple un audit avec le contrôle interne qui consiste à identifier les processus qui ont pu être altérés par la crise Covid et regarder ces processus. Je pense par exemple aux achats exceptionnels, achats de masques par exemple, les heures supplémentaires, le processus de donation. Donc on a pu travailler sur la solidité des nouveaux processus ou des processus altérés qui ont pu se mettre en place. Ça, c'est des contributions concrètes pour l'audit interne. Et dans le plan d'audit 2021, il y aura des conséquences, hein? Certainement, c'est-à-dire qu'une des attentes, c'est quelles leçons on peut tirer de la pandémie. Est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'on a pu anticiper? Est-ce qu'il y avait un bon mode de communication? Et on va dire, le sujet, c'est la gestion de crise, mais ça va bien au-delà. Est-ce que nos organisations ont été prêtes, seront prêtes, et quid du new normal à partir de maintenant? Voilà. Et je pense que, et au-delà de ça, au-delà du risque transversal pandémie, je pense que à chaque fois qu'on va auditer un objet ou un sujet ou un risque, il va falloir qu'on intègre le Covid dans l'appréciation du risque, des différents risques. Alors, je vois quelques commentaires plus que des questions. Vos confrères font remarquer qu'en effet, c'est difficile de préparer le pire pour l'éviter, qu'on essaie de le faire, que le Covid... Un point intéressant, peut-être, le Covid a transformé nos horizons de temps. Nos cycles stratégiques à 3 ans sont devenus au mieux trimestriels. Le sprint initial se transforme en marathon, il va falloir tenir la durée, avec le risque de surcrise. Alors... j'allais vous demander, vous aussi, si on doit résumer cette crise, les conséquences que vous y voyez, j'ai presque me dire à titre personnel et professionnel, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retenez? Moi, je dirais que cette crise, pour moi, c'est vraiment une crise de transformation profonde. Profonde au niveau individuel, profonde au niveau des organisations, profonde au niveau des gouvernements, profonde au niveau des collaborations même entre gouvernements. Donc transformation profonde qui clairement va nous laisser des séquelles pendant des années. Moi je m'interroge sur l'héritage à la fois financier et psychologique qu'on laisse à nos jeunes aujourd'hui quand même. Mais néanmoins ce qu'on a pu voir en fait c'est que certaines entreprises ont quand même tiré une vraie opportunité de la situation, tiré parti, tiré profit, en faisant preuve d'une vraie agilité, en changeant, en adaptant leurs équipements de production, en changeant leur mode de fonctionnement, en changeant leur business model. Et donc là, on va toucher effectivement cette notion d'agilité. Mais ça, c'est possible si vraiment on se met en posture de voir en fait la situation toujours et si on faisait autrement et pour ne pas subir la situation. Alors après, la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on en retient après coup? Derrière, il y a cette notion de retour d'expérience. C'est combien d'entreprises qui ont été touchées ont pris le temps de faire un retour d'expérience formalisé. Et est-ce que par rapport à ce retour d'expérience, est-ce que vraiment il y a un plan d'action qui a été défini? Et est-ce que ce plan d'action aujourd'hui est suivi par la direction? Alors, on va en parler dans notre prochaine table ronde de ces retours d'expérience. Je pense que... Guillaume, ce que tu en retiens?
Je pense qu'il faut vraiment identifier les leçons de cette crise et en ressortir plus fort. Il y a eu un phénomène d'accélération extrêmement fort. Je vois par exemple l'e-commerce qui a explosé. Il faut sécuriser nos process, il faut être meilleur en préparation de commandes. Ça veut dire que nos fonctions risques, nos fonctions contrôle, audit doivent être aussi très, très présentes et participer à l'amélioration de ces processus. Je pense qu'il faut aussi anticiper le long terme, effectivement. Il y aura des effets secondaires. On parle un peu d'impact sur le pouvoir d'achat, sur des défaillances d'entreprise. Il va falloir aussi faire tourner les modèles et voir un petit peu comment on peut anticiper au-delà du court terme, donc se positionner un petit peu plus long terme. Mais c'est aussi une formidable source d'opportunités pour solidifier nos processus, revoir nos organisations, se digitaliser et puis finalement être plus fort. Céline, qu'en retenez-vous, qu'en retiendrez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord avec la notion de transformation profonde. Je pense qu'il faut aussi réfléchir aux irréversibilités qui vont arriver après cette crise. Je veux dire, pour l'instant, nous essayons de vivre tant bien que mal avec le virus, faire coexister notre économie. Mais supposons que nous avons un vaccin qui marche très bien. Et disons, comment va être le monde d'après, en disons 2022? Et je pense qu'il y aura pas mal d'irréversibilité. Tout d'abord, cet usage massif de télétravail. D'ailleurs, en France, ça a été un vrai succès parce que nous avions déjà en place l'infrastructure digitale. Je pense par rapport à l'Allemagne, nous avions beaucoup d'avantages. Donc, nos entreprises ont su mettre en place le télétravail de manière étendue, massive. Et ceci va sûrement affecter le monde d'après Covid. Je pense par exemple à l'immobilier. Est-ce qu'on aura besoin d'autant de bureaux? Peut-être non. Est-ce qu'on aura besoin d'habiter dans des grandes villes où les loyers sont chers? Peut-être non. Je pense qu'il est déjà temps de réfléchir à ce genre de conséquences. Et deuxièmement, pareil, il est temps déjà de réfléchir à quoi va ressembler le monde d'après. Est-ce que nous allons avoir autant de voyages d'affaires? Est-ce que nous allons organiser à l'avance des voyages à l'autre bout du monde en groupe? Peut-être que la réponse est non. Et dans ce cas, du niveau des pouvoirs publics, le risque, c'est la fameuse zombification de l'économie. Il est temps de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de garder les personnes au chômage partiel pendant 1 an pour qu'elles finissent tout simplement au chômage parce que leur établissement a fermé? Voilà, je pense qu'il est déjà temps de réfléchir à mettre le capital, l'argent, les connaissances vers les secteurs qui sont, vers les endroits qui sont plus porteurs dans le monde d'après-crise. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup à tous les trois. Nous arrivons au terme de cette première table ronde et je vais demander à Loïc Le Dréau de venir me rejoindre pour parler du marché de l'assurance. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour Loïc Le Dréau, vous êtes directeur général des opérations de Paris pour l'assureur FM Global. Et vous allez nous parler des challenges qui attendent aujourd'hui et les responsables des risques et des assurances, et les dirigeants d'entreprise, et probablement les assureurs. Alors, pourquoi est-il plus compliqué de s'assurer aujourd'hui que par le passé? Bonjour. Aujourd'hui, on est dans un marché qu'on appelle dur. Vous m'entendez bien là? Il faut coller votre micro sous votre menton et ça marchera très bien. Voilà, ça marche. Aujourd'hui, on est dans un marché qu'on appelle dur, c'est-à-dire qu'il y a moins de capacités disponibles sur le marché et donc les primes c'est plus difficile pour les entreprises et les risk managers de trouver des couvertures. Et pour comprendre pourquoi on est dans cette situation, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu d'historique. Il faut remonter à 2001 en fait et aux attentats du 11 septembre. C'est la dernière fois où on était dans une situation de marché dur, après 2001, après les attentats du mois de septembre, il y a plus de capacité disponible sur le marché et les assureurs qui restaient ont tarifé les risques au niveau qu'ils pensaient qui était nécessaire pour supporter les risques qu'ils avaient apportés. Et cette situation a duré jusqu'en 2003-2004, le temps que les assureurs se reconstruisent, remettent de la capacité sur le marché.
Et de 2004 à 2018, en gros, on a été dans un marché qu'on appelle, on va appeler concurrentiel, et où les primes, les taux d'assurance étaient challengés tous les ans, et donc on a eu une baisse régulière des taux. Si on essaie de chiffrer, on a vu les primes tomber dans quelle proportion hallucinante? Sur cette période, c'est à peu près 50%. Les primes ont été divisées par 2, les taux ont été divisés par 2 sur une quinzaine d'années. Maintenant, tout le monde était assez content de la situation. On est dans une économie qui marchait de façon assez dynamique, ce qui veut dire qu'il y avait des investissements, il y avait plus de production, il y avait beaucoup plus de demandes, donc les valeurs assurées augmentaient. Les taux diminuaient, ce qui fait que globalement les primes collectées étaient bonnes, les marchés financiers se portaient bien et globalement les assureurs arrivaient à avoir une relation équilibrée avec les assurés à travers les rendements financiers et ont oublié de regarder un petit peu les techniques de souscription et vraiment la base du métier. Quand une économie marche bien, comme pendant plus de 15 ans, les outils de production sont beaucoup sollicités, ce qui a entraîné aussi une augmentation de la sinistralité, de fréquence, et aussi en gravité, parce que les chaînes logistiques étaient très tendues, on se trouvait avec moins de stocks de secours, et ce qui fait que quand il y avait un incident, un incendie, une casse, une inondation, l'impact de perte d'exploitation a augmenté progressivement au cours de cette période. Et le premier signal d'alarme, on va dire, c'est 2017, où on est arrivé à des taux d'assurance qui étaient très bas. Et enfin, techniquement, il n'y avait plus assez de primes collectées par rapport au risque apporté. Ce qui fait qu'on avait une relation très déséquilibrée. Et en 2017, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles qui ont impacté des zones où il y avait beaucoup de valeurs assurées. Et donc là, les assureurs se sont dit, oh là, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas terrible. Mais l'économie était encore assez bonne, les rendements financiers étaient encore assez bons, ce qui fait que globalement, tout le monde s'en est à peu près sorti. Et puis ça s'est reproduit en 2018. Et 2018, l'économie avait vraiment commencé à ralentir et les produits financiers étaient plus bons. Donc là, les assureurs se sont dit, oh là, il faut que l'on revienne à une souscription beaucoup plus technique et que l'on qu'on arrive à avoir une relation équilibrée avec les assurés, non pas sur les revenus financiers, mais sur la technique de la souscription. Et donc, c'est ce qu'on a appelé un marché discipliné. Donc ça s'est passé, c'est 2018, début 2019. Puis en 2019, la situation économique a continué un peu à se dégrader. Les produits financiers marchaient moins bien. Et donc 2019, la discipline est devenue une discipline un peu plus, on va dire, plus dure. Et vraiment, ça s'est catalysé après les renouvellements du 1er janvier 2020, où là, on est devenu sur un marché dur, même avant la crise du Covid. Et quand la crise du Covid est arrivée, donc en mars 2020, en fait, le marché qui était discipliné dur est devenu un marché dur. Et donc, parce que Alors, concrètement, début 2020, avant la crise, on se retrouve avec des augmentations de primes qui étaient de quel ordre et quelles ont été les entreprises les plus touchées? Donc, les ordres, c'est difficile c'est vraiment du cas par cas, mais ce qu'on voit en moyenne dans la presse, c'est les taux d'augmentation moyens, c'est entre 10 et 30%. Les entreprises les plus touchées, ce sont les entreprises qui avaient en fait qui n'ont pas bien géré leurs risques, entre guillemets, ou qui n'ont pas investi suffisamment dans la prévention avant la crise. Et ça, c'est sans doute, pour moi, on parlait déjà de leçons de la crise du Covid, et ces marchés durs, les risques qui sont moins attractifs sur le marché, parce qu'il y a des risques qui ne sont pas gérés, deviennent parfois presque très difficilement assurables, ou autrement assurables à des coûts qui ne sont pas forcément supportables pour l'entreprise. Si on se place du côté du risk manager, comment est-ce qu'il a vu cette évolution et quel est son, j'ai envie de dire, son terrain d'action? Pour le risk manager, c'est un terrain qui est particulièrement compliqué en ce moment, puisqu'il évolue dans un environnement où il y a peu de capacités. Donc ici, son risque, il doit le rendre attractif. Et nous, en tant qu'assureurs dommages, on est des très grands
promoteur de la prévention et des investissements pour rendre les risques plus attractifs, mais aussi il est dans un environnement où il y a beaucoup plus de risques et où les risques du Covid viennent s'entremêler aux risques déjà existants et aux nouveaux risques. Donc là, dans la table ronde précédente, on parlait du risque cyber. On voit depuis de nombreuses années le risque cyber monter en puissance, mais si on regarde l'impact du Covid, et notamment le télétravail, on parlait du télétravail, le télétravail, ça veut dire beaucoup plus de communication et de connexion au réseau d'entreprise en dehors du cercle relativement protégé de l'entreprise. Et c'est d'autant plus, c'est des portes ouvertes, on va dire, aux cyberattaques. Et on voit depuis le début de la crise, donc depuis le mois de mars, une augmentation significative des attaques, des cyberattaques, notamment avec des portes d'entrée au niveau des collaborateurs qui sont en télétravail. On a aussi comme le télétravail aussi engendre aussi des risques. Il y a moins de collaborateurs présents sur les sites. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'yeux, il y a moins d'oreilles, il y a moins de nez, il y a moins de mains pour sentir et détecter les signaux faibles qui se passent sur l'entreprise, pour pouvoir intervenir rapidement avant qu'il y ait un incident. Donc ça met le télétravail à des incidences aussi sur les plans de reprise d'activité, sur les plans d'urgence, etc. Donc pour le risk manager, c'est vraiment un environnement très compliqué à gérer. Alors, quelles seraient vos recommandations pour à la fois réduire son risque et peut-être arriver à s'assurer moins difficilement ? Je pense que la table ronde précédente a bien cerné ces problèmes. Pour moi, le point fondamental, c'est vraiment de renforcer la collaboration entre les risk managers et les directions générales, les COMEX. Le risk manager dans les entreprises a une position vraiment unique. Il a sur un pied, il a un contact intime et un contact très proche avec la direction de l'entreprise, ce qui fait qu'il a une vision, une compréhension très claire des objectifs stratégiques de l'entreprise. Il a aussi un pied très opérationnel sur les sites, et donc il comprend très bien les risques au niveau des sites. Et donc ça lui permet, il est dans cette position où il peut faire cette cartographie de risques, la remonter, prioriser, et donc donner l'information aux COMEX. Je vous interromps une seconde sur ce point-là parce qu'on a une question. Oui. C'est clair sur la présentation des risques au COMEX, mais quel est le rôle du conseil d'administration sur le sujet ? Est-ce qu'ils sont impliqués ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus impliqués aujourd'hui ? Ou est-ce que finalement, vous voyez peu les administrateurs sur ces terrains ? Moi, je vois assez peu les administrateurs. Je vois surtout les COMEX impliqués. Donc, je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Par contre, oui, donc le risk manager communiquer de façon les risques et communiquer clairement aux COMEX quels sont les risques de l'entreprise qui peuvent empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. C'est très important. C'est aussi important que le risk manager puisse, puisqu'il a aussi une vision très claire du marché. Il est sur le marché, il est en contact avec ses assureurs, avec les courtiers, avec ses collègues, d'informer le COMEX sur la situation du marché. Je pense qu'il serait important aussi pour les risk managers de faire une revue de toutes ces couvertures, de toutes ces polices. Pendant cette période de marché soft, il y avait des couvertures qu'on pouvait acquérir de façon assez facile, qui c'est peut-être des couvertures de confort. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont nécessaires ? C'est des questions qu'on peut se poser. À quel coût on est prêt à mettre pour d'optimiser, d'améliorer l'efficacité de ces couvertures. Voilà, et surtout, de mon point de vue, c'est ne pas mollir, ne pas ralentir sur la prévention pour rendre ce risque plus attractif et pouvoir négocier mieux avec son assureur. Alors, sur les couvertures, justement, tout à l'heure, Sophie nous expliquait les réflexions qu'il y avait sur le risque, sur la perte d'exploitation sans dommage. Alors, est-ce que vous avez suivi ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ces pertes, de cette assurance perte d'exploitation sans dommage ? Oui, je comprends très bien la nécessité. La difficulté des pertes d'exploitation sans dommage, il faut bien comprendre ce qu'on veut assurer. Moi, en tant qu'assureur, je sais assurer, je sais tarifer quand je comprends, quand je peux quantifier, quand je peux évaluer et je peux quantifier le risque que j'ai à couvrir.
Donc ça, c'est pour moi la difficulté numéro 1 de la perte d'exploitation. Ça veut dire que les entreprises ne sont pas toujours claires dans leurs demandes, dans leurs besoins. Moi, c'est mon impression, c'est pas toujours clair. Maintenant, si je regarde spécifiquement par rapport à la police d'assurance FM Global, on a dans la police d'assurance des couvertures de PE sans dommage, notamment une couverture sur les maladies transmissibles. Donc, et c'est une couverture qui fonctionne, et aujourd'hui, nos clients ont des couvertures de PE sans dommage parce qu'ils sont infectés par le Covid. Alors, il y a certaines conditions, mais c'est très clair. On a une clause qui s'applique dans certaines conditions si le virus est présent sur le site et qu'il y a ça existait déjà en fait. Alors que, on l'a assez peu vu, on en a assez peu parlé dans la crise. Elle existe dans notre police depuis 2016, donc c'est pas une clause nouvelle. Maintenant, donc elle est très claire, elle est là. Nous, notre police, on a une police, c'est la même qu'on utilise partout dans le monde, donc ça garantit, le fait d'avoir cette définition de la police, ça garantit une certitude contractuelle. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que le marché de la réassurance ne supporte plus ce genre de couverture, et donc ce que l'on fait déjà, qu'on a commencé à faire sur les polices existantes et sur les nouvelles polices, c'est qu'on n'exclut pas cette couverture, mais on est obligé de réduire les garanties, les montants de couverture, de façon à pouvoir gérer ce risque de façon prudente, parce que le risque est énorme. Oui, il s'est révélé plus énorme qu'on le pensait, voilà, qu'on l'imaginait, il n'y a pas de doute. Alors, peut-être en conclusion, quel serait le conseil que vous pourriez donner aux dirigeants d'entreprise, aux responsables des risques qui nous écoutent, à court terme? Qu'est-ce qu'on peut faire dès cette semaine? Dès cette semaine C'est mon côté dynamique. Ouais. Non, je pense que c'est avoir cette vision globale des risques et aller... avoir cette vision globale, mettre en place des plans d'urgence et des plans de retour d'activité, et surtout les tester. Pour moi, c'est très important. Je vois beaucoup de plans qui sont dans des beaux cahiers ou dans des balls, sur des tablettes, c'est très bien, mais qui ne sont pas testés. Et peut-être une anecdote qui s'applique spécifiquement à FM Global et à Paris. Il y a une dizaine d'années, on a décidé d'équiper tous les collaborateurs avec des laptops. Donc tout le monde, on est 250 à Paris, on a acheté 250 laptops et chacun a un laptop. Le but, pourquoi on avait acheté ça, c'était pour nous, en étant à la défense, on voyait le risque terroriste et impossibilité d'accès au bureau comme un risque important. Donc on s'est dit un jour, maintenant acheter les laptops, ça ne suffit pas. Faut acheter les laptops, mais il faut que les gens les amènent chez eux. Après, une fois qu'ils les amènent chez eux, il faut qu'ils puissent se connecter chez eux. Alors après, il y a aussi une personne peut se connecter toute seule chez elle et le serveur peut très bien tenir. Mais qu'est-ce qui se passe quand 250 personnes se connectent en même temps et travaillent pendant pas 24 heures, mais 12 heures d'affilée en même temps sur le serveur? Est-ce que le serveur va tenir? Et ça, c'est des tests qu'on a fait régulièrement. Et ça nous a permis, alors ça paraît anecdotique, c'est à petite échelle, mais ça nous a permis de passer l'étape du Covid vraiment de façon, le confinement de façon très souple et sans impacter le service qu'on doit donner à nos clients. Et d'ailleurs, vous êtes toujours en travail à domicile, vous me disiez ça tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, puisque sinon, vos bureaux sont fermés depuis le mois de mars, c'est ça? Les bureaux sont fermés depuis le mois de mars. On ne va pas rouvrir avant le début de l'année, au plus tôt, parce qu'on ne sait pas comment la crise va se développer. Et ça marche bien, ça marche très bien. Alors, il y a des challenges aussi. Il faut gérer, pour les gens, c'est compliqué d'être isolés. Donc, il y a des challenges de management, il y a des challenges pour garder pour les gens, mais ça marche. Donc, moi, mon conseil, c'est avoir une vision vraiment globale des risques et puis mettre en place des plans d'activité et les tester. Et pas mollir sur la prévention pour rendre votre risque attractif. Merci beaucoup, Loïc. Loïc Ledréau, merci d'être venu jusqu'à nous. Et justement, nous allons parler gestion de crise maintenant avec mes 3 intervenants, Véronique de Jocasse, Emmanuel Hervé et Benoît Vray.
En plus, vous êtes dans le bon sens avec vos photos au-dessus, c'est très bien. Alors, merci à tous les trois. Donc, je disais que nous allions reparler gestion de crise. Et pour en parler, à côté de moi, Véronique de Jocas, vous êtes Risk et Insurance Manager du groupe Téléperformance. Emmanuelle Hervé, vous êtes consultante et directrice générale de votre structure EH et A, on va dire Emmanuelle Hervé et associés. Et Benoît Vray, alors depuis quelques mois, vous êtes responsable de la gestion des risques et de la qualité des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, mais vous êtes également enseignant-chercheur à la Sorbonne, spécialisé en gestion de crise et PCA, justement. Alors, pour commencer, on va continuer un peu le récit. Véronique, un mot sur Téléperformance. J'avoue que c'était encore plus énorme que ce que je pensais, donc c'est peut-être bien de nous rappeler à quel point c'est énorme. Et puis, comment est-ce que vous avez vécu ce basculement, vous aussi, dans la crise ? Bonjour à tous. Quelques mots sur Téléperformance. On est un leader mondial de services aux entreprises en solutions digitales intégrées. Donc, un peu, pour faire simple, on fait tout ce qui est externalisation de services clients pour le compte de grands donneurs d'ordre. Si on en revient à la crise Covid, et un exemple, on a été la hotline ou le numéro vert pour une quinzaine de gouvernements pour rassurer, informer et protéger les populations. Voilà notre travail. Combien de salariés ? 331 000. Donc, pour revenir sur la crise, et je reviens à ce qui a été dit dans la première table ronde, nous on a vu arriver la crise très tôt, puisqu'on est présent dans 80 pays, dont la Chine et l'Italie. Donc dès ce moment-là, nos centres ont fermé dès janvier en Chine. Ils ont réouvert assez rapidement, avec la mise en place des mesures barrières, et aussi avec l'accord des autorités locales. Donc ça a été un peu notre leitmotiv pour réouvrir nos centres, c'est effectivement d'avoir l'accord des autorités. Donc dès lors, on a mis en place toutes nos mesures sur l'ensemble de nos pays, donc 80 pays, et on a travaillé avec 2 comités. Le premier comité, c'est un comité de crise dirigé par notre PDG et fondateur, qui représentait 35 leaders du groupe. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un comité de transformation de crise. Et là, il rassemblait 100 leaders de moins de 45 ans et qui étaient en charge de 2 choses. Le premier, c'était de mettre en place les mesures décidées par le comité de crise. Et le deuxième, c'était de proposer des solutions de transformation de notre outil de production. Très concrètement, tout ça, le 18 mars, c'était en action ou bien avant ? Ça a déclenché quand ? Ça a déclenché fin février. Grâce à l'arrivée par l'Est. Exactement. Emmanuelle Hervé, qu'est-ce que vous avez vu dans les entreprises où vous intervenez ? Téléperformance, c'est un bon élève, hein ? Bien sûr. Non, est-ce que ça s'est aussi bien déroulé dans toutes les entreprises ? C'est assez hétérogène, j'ai envie de dire. Bien entendu, les entreprises très internationales et qui étaient présentes en Asie avaient l'œil un peu plus aiguisé sur la question, mais ça n'a pas forcément empêché les biais cognitifs qui ont été terribles en fait pendant cette crise particulière du Covid, et des biais qui ont empêché de se dire que oui, ça pouvait quand même arriver en France, en fait, au siège. Bon, c'est en Asie, c'est loin, et même en Italie, les Italiens, c'est pas tout à fait comme les Français, et il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont eu énormément de mal à utiliser le retour d'expérience ou le fait que c'était déjà en Asie, et même eux étaient quand même présents ou avaient des sous-traitants ou des clients en Asie. Et donc ça, c'était une caractéristique assez incompréhensible, mais enfin, ça s'est vu un peu partout. Après, nous, on a observé, on a évidemment accompagné pas mal d'entreprises dans cette entrée en crise. Donc l'entrée en confinement, la sortie du confinement, les différents sujets. On a encore aujourd'hui pas mal d'entreprises qu'on accompagne parce que il y a des créations de clusters, il y a des choses de gestion de la réputation, de la com interne, de la com externe qui sont encore très compliquées aujourd'hui, donc c'est pas du tout fini. Mais ce qu'on a observé, pour être un peu technique sur la gestion de crise, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre d'entreprises
entreprises qui n'ont pas basculé en gestion de crise. Et ça, c'est assez... c'est un classique, c'est-à-dire que vous avez un plan de crise. Je pense que le professeur pourra abonder dans ce sens-là. Dans les premières pages d'un plan de crise, vous avez ce qu'on appelle un système expert d'aide à la décision qui va déterminer qu'est-ce qui fait qu'on appuie sur le bouton rouge et on ouvre une cellule de crise. Donc ça, c'est la base, c'est pas au doigt mouillé. Normalement, il y a des critères, il y a une pondération, voire un petit algorithme qui fait qu'on décide. Et si on prend tous les plans de crise de ces clients en question, par exemple, évidemment, il aurait fallu ouvrir une cellule de crise. Mais ils l'ont pas fait. Alors ça, ça fait partie des retours d'expérience et ça a eu des conséquences très lourdes pour les Pourquoi ils ont sauté les premières pages Parce que déjà, ils n'ont pas ouvert le manuel, ce qui est un classique aussi. Et puis, parce que finalement, cette espèce d'idée... Enfin, deux choses. Les entreprises, la plupart du temps, et encore maintenant, sur cette crise du Covid, n'ont pas été mis en cause. Pour eux, la crise, c'est je suis accusé de quelque chose. Je viens de polluer la rivière, j'ai envoyé dans les magasins des produits avec des salmonelles. C'est ma faute, plus ou moins, mais enfin, en tout cas, ça pourrait être perçu comme ça. Et donc là, oui, j'ai une crise. Mais dans cette crise très particulière où à la fois ma famille est touchée, les enfants, mes voisins, mon entreprise, etc. J'ai pas l'impression d'être particulièrement en cause en fait. Je me dois de réagir, de faire des choses, mais c'est pas ma faute. Donc, il n'y a pas eu cette réflexion dans ce sens-là. Voilà. Benoît, en complément, tu as vu ça aussi et comment tu l'expliques En complément, cette crise, elle met en exergue le fait que les PCA doivent évoluer. Moi, j'appelle ça le passage du PCA 1.0 au PCA 2.0. Le PCA, on va appeler ça le plan de continuité d'activité, bien évidemment. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était un document, effectivement, sur lequel on a posé des scénarios en disant si la baie informatique est en panne, on fera ça. Si le bâtiment brûle, on fera ça. Mais en postulant intellectuellement deux choses qui sont absolument fausses, c'est que, l'environnement susceptible d'apporter du secours serait vivant, ce qui n'a pas été le cas ici, et que 2, les personnels qui devaient travailler sur le site de repli ou en travail distant seraient des automates et non pas des individus. Je m'explique sur l'environnement, puis sur les personnels. Sur l'environnement, en fait, au-delà d'une approche périmétrée par scénario, aujourd'hui le PCA, il doit être, j'allais dire, une sorte de poupée gigogne. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on ait des solutions de continuité d'activité à chacune des échelles de la crise, du local au régional, au national et à l'international. C'est ce qu'on appelle une approche fractale. Il faut qu'on ait un invariant de résilience, quelle que soit l'échelle à laquelle la crise va survenir. Et en l'occurrence, si tout le pays est confiné, ce qui n'était pas imaginé. Si tout le pays est confiné, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une approche binaire, soit l'entreprise fonctionne, soit on est en PCA. Il faut avoir une réponse proportionnée en fonction de la crise. Alors là, la crise, effectivement, elle était quasiment... Sur le temps humain, on va dire qu'elle était sans précédent, ce qui est faux d'un point de vue historique. Il y a eu la peste à Venise en 1576, etc., etc. On a connu des événements comme cela, mais pas d'histoire d'homme, pas de mémoire d'homme. Et donc ça, il va falloir le retravailler, et on avait déjà identifié ce point-là sur Fukushima, sur le printemps arabe, etc., etc. Il y avait des banques, par exemple françaises en Égypte, le site de repli du Caire, l'agence était au sud du Caire, le site de repli était au nord, sauf que là c'est toute la région qui avait bougé. Donc on est vraiment dans cette approche fractale, au sens de Benoît Mandelbrot, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait une capacité à avoir une certaine forme de résilience du local au global. Là, on était dans un cas extrême, mais il faut garder cette philosophie. La deuxième chose, c'est de se dire que les bonhommes qui tiennent la maison, si j'ose dire, les gens qui sont susceptibles d'assurer de la continuité d'activité, ne sont pas des automates, mais sont des humains. Donc ces gens-là, il va falloir qu'on intègre tous les facteurs psychologiques du stress, toutes les contraintes familiales, puisqu'on a eu cet effacement de la frontière entre vie privée et vie personnelle. On a des gens qui sont retrouvés certes en télétravail, mais avec les marmots sur les bras, faisant de la continuité aussi pédagogique. Et donc on a eu des déperditions, des
déperditions de productivité énormes et des gens qui ont essayé de travailler pour les entreprises, tout simplement parce qu'ils ont un emprunt sur 20 ans pour acheter une maison, mais quelque part, psychologiquement, cet espace psychologique, cet espace de cerveau disponible, comme on disait chez TF1 il y a une dizaine d'années, elle n'était pas là pour l'entreprise, elle était plutôt là pour gérer le quotidien. Ce qui veut dire qu'il y a eu de vraies déperditions au niveau de la productivité des gens qui étaient en télétravail. Et Emmanuel, une réaction sur cette analyse peut-être? Effectivement, alors moi j'aime bien toujours rappeler la différence entre un PCA et justement un plan de crise. Alors comme on est entre pairs, je pense que ça fait pas trop sujet, mais juste. Non, je pense que c'est important pour les dirigeants d'entreprise, si tu veux repréciser, parce que justement, on s'adresse à un public plus large. En fait, c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas du tout même le même métier. En fait, il y a un métier qui consiste à faire un espèce de catalogue de tous les risques possibles, à scénariser et évidemment à faire baisser la probabilité du risque, enfin la probabilité d'occurrence du risque. Et un métier qui est la gestion de crise et qui est justement le traitement du Black Swan où il y a 0 scénario. Donc en fait, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et l'imagination, donc tout ce travail de prévention, d'imagination pour se dire, allez, qu'est-ce qui peut nous arriver, quels sont les scénarios possibles. Et moi, j'ai vu dans des PCA ou des plans particuliers de protection des PPP pour les OIV, j'ai vu pandémie, enfin c'est écrit dessus, hein, mais avec par exemple, probabilité 1, impact 0. Voilà. Et c'est un peu ça qu'il y a dans les PCA, enfin qu'il y avait dans les PCA. Or, quand on fait de la gestion de crise, c'est pas le même état d'esprit que la continuité d'activité. La gestion de crise, on la déclenche avec un événement qu'on va considérer comme chrysogène et certainement pas sur un scénario. Donc, on va pas aller chercher un scénario sur lequel on aurait réfléchi, jamais. Donc, on va dérouler une méthode de gestion de crise qui est la même, que ce soit une cyberattaque, que ce soit une explosion nucléaire ou que ce soit une crise sociale, en fait. C'est la méthode qui compte et pas le scénario. Et donc, c'est la réflexion. C'est comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on pose les choses, qui doit venir dans la cellule de crise pour travailler ensemble. Et rien n'est préétabli à part cette méthode, en fait. Et donc, c'est dramatiquement différent. Alors, tout à l'heure, le sujet du rétex, du retour sur expérience a été abordé, et j'ai dit qu'on reviendrait dessus. Véronique, est-ce que vous avez fait un rétex? Est-ce que c'est déjà possible? Est-ce que c'est un peu tôt chez vous? Et quel est votre retour sur expérience? Disons qu'on le fait un petit peu en continu, puisque la crise n'est pas tout à fait finie. Donc, je ne dirais pas qu'on est amené au bout du process. En tout cas, comme on est chez nous, dans un mode de transformation complète de l'outil de production, effectivement, on apprend chaque jour et le rétex, un peu, il est au fil des jours. Après, il faut pas. La crise n'est pas finie, donc je pense que ça sera peut-être un process qui sera fait un peu plus tard sur ce sujet-là. Et je reviens juste pour appuyer ce que tu disais entre la différence entre le PCA et la gestion de crise. Nous, nos PCA prévoyaient pas qu'un événement majeur impacte tous nos centres en même temps, de tous nos pays et pour longtemps. Et clairement, c'est la gestion de crise qui est venue en appui avec une méthodologie pour dire d'accord, on a ça, il n'y a rien de prévu, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que l'entreprise a mis en place des solutions qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles, peut-être 3 mois avant. Et on est passé de 5% d'agents en télétravail à 80% au plus fort de la crise. Donc je crois que c'est important cette différence. Sur les rétextes, Emmanuel, Alors, l'opportunité, le temps du rétex sur la crise Covid en particulier. Bon, le rétex est un élément, c'est le dernier chapitre du plan de crise. Alors, si on l'a pas ouvert au démarrage, il y a assez peu de chances. Et comme vous le savez, c'est compliqué de motiver les COMEX à faire leur rétex sur la crise. Voilà. Alors, est-ce que c'est le temps du rétex pour le Covid, oui ou non? J'ai envie de dire, c'est à la fois aujourd'hui, là, début octobre, trop tard et trop tôt. On a mené des rétex en juin-juillet, qui étaient des rétex en fait pas de capitalisation des leçons, mais plutôt de se dire ok, quelles sont les leçons? C'était plutôt des rétex en mode un peu militaire. Il y a une équipe qui vient d'accomplir une mission, elle rentre de mission.
qu'est-ce qu'elle doit communiquer à l'équipe suivante qui ferait la même mission. Parce que l'idée, c'était de se dire, si en septembre, on a une deuxième vague, ce qui n'a pas manqué d'arriver, et c'est pas les mêmes équipes, parce que les types sont partis, les types sont malades, sont en vacances ou autres, comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire transmettre en fait l'expérience de l'équipe 1 à l'équipe B. Donc en fait, on a mis en exergue un certain nombre de leçons, mais on ne peut pas dire qu'on soit à un temps où on ait pu véritablement capitaliser, augmenter la résilience de l'entreprise par l'intégration de ces leçons dans l'ADN de l'entreprise. Ça, je pense que c'est... Et en plus, le rétexte pur, c'est un moment de clôture. Donc il faut être certain que la crise est terminée. C'est pour ça que, du coup, ce n'est pas encore le moment. Cependant, il y a eu des temps d'accalmie et il fallait absolument qu'on puisse intégrer les retours d'expérience parce que quand on fait des tours de table et qu'on demande aux gens enfin en rétexte, qu'est-ce que vous voulez ne plus jamais vivre, il y a des choses qui sortent et qu'il faut tout de suite régler parce qu'on ne va pas passer un an comme ça encore à épuiser les gens, quoi. Benoît, sur le retour d'expérience qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et puis à son propre niveau peut-être. Oui, alors c'est peut-être un niveau un peu contrasté. D'un côté, on a une forme de créativité et de l'autre côté, une sorte de fragilité. Sur la créativité, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'effectivement, même si certains organes centraux de l'entreprise ou à l'échelle gouvernementale ont fait parfois défaut, il y a une forme de créativité à l'échelle locale. C'est-à-dire que les gens se sont réorganisés, ils ont trouvé des plans B, de ci, de là, des solutions bout de ficelle. Donc ça, c'est plutôt rassurant au niveau d'une société, un début de résilience. Et à contrario, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu aussi des formes de fragilité, des gens qui, effectivement, ont développé des stress post-traumatiques. Tout cela parce qu'ils sont restés enfermés chez eux une quarantaine de jours. Aujourd'hui, on a des voix qui s'élèvent en disant si on ferme les bars le soir, c'est toute une génération qui va être traumatisée. Donc on a encore quand même quelques vraies vulnérabilités par rapport à tout ça. Et peut-être la leçon à retenir pour les entreprises, c'est que l'entreprise peut être prête sur le papier avec son plan de continuité d'activité. Maintenant, elle va devoir rendre résiliente chacun des individus qui constituent le plan de continuité. Donc il y a une vraie question autour de l'auto-résilience. Est-ce que moi je suis résilient? Est-ce que vous êtes résilient? Aujourd'hui, par exemple, l'OMS donne une préconisation pour toutes les populations qui sont dans un rayon autour de 200 km autour d'une centrale nucléaire. Cette population doit connaître les premiers gestes de sauvegarde et de mise en sécurité. Donc si je vous adresse cette question aujourd'hui, si à l'instant où je parle, on a un incident nucléaire dans un rayon de 200 km autour de Paris, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc souvent le Français a la facilité de porter la responsabilité à une autre échelle, que ce soit la commune, le ministère, le patron, etc. etc. Mais il serait assez intéressant de faire ce petit travail d'introspection, à savoir est-ce que moi, à l'échelle de l'individu que je suis résilient. J'allais te demander quelles sont tes recommandations. Donc ça, ce serait ta première recommandation, une deuxième? Oui, c'est ça. Ensuite, une seconde recommandation qui déroule de ce constat, c'est que l'entreprise va devoir faire la revue des troupes, un peu comme tu le disais, Emmanuel. Une fois que les pompiers ont fini la mission, ils rentrent à la caserne, ils nettoient le camion, ils font le plein d'essence. Donc ça sera effectivement peut-être d'ici quelques mois. Il y a un travail de rétex à faire et au-delà d'un travail de débriefing, il y a aussi ce travail de diffusing, c'est-à-dire d'intégration de tous les facteurs psychologiques et comportementaux des gens, puisque certains ont perçu qu'il y avait du stress derrière cette situation. À tort ou à raison, le stress étant quelque chose de purement psychologique. Donc chacun d'entre nous a vécu cette situation d'une façon différentielle et il va falloir, j'allais dire, homogénéiser tout ça et sortir de là par le haut en faisant un peu de storytelling, c'est-à-dire en créant un discours sur l'événement dommageable qui est arrivé à l'entreprise. Voilà. Et ça sera source de résilience, mais source de résilience uniquement si ce discours est accompagné dans les faits de mesures qui permettent d'améliorer la résilience. Emmanuel, tes recommandations d'aujourd'hui? Je ferai juste un petit mot par rapport à la culture française, parce que ça c'est vraiment une caractéristique et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de me battre, ou d'en parler au maximum. On a vu, c'est pas que le Covid, on a vu avec Lubrizol à quel point
la population française, mais c'est pas, je veux pas accuser la population française ou le gouvernement. Je pense que c'est la culture en fait. En France, c'est comme ça. Les gens attendent tout de l'État et l'État a assez peu confiance finalement dans la population et réciproquement. On l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire que la première idée qu'ils ont eue, les Anglais ont utilisé le réseau des médecins de ville, etc., les Belges également. Nous, le premier truc qu'on fait, c'est alors les médecins, surtout, vous sortez de l'affaire et tout le monde appelle le 15. C'est quand même un peu curieux. Et c'est comme ça en permanence. Et sur Lubrizol, ça a été ça aussi. On va pas faire sonner les sirènes à 2h du matin parce que de toute façon, la population a jamais été intégrée dans les exercices Céveso, donc de toute façon, il y a assez peu de chances qu'elle sache ce que ça veut dire. Et qu'en plus, on se dit que les gens vont faire n'importe quoi, donc c'est vraiment pas la peine de les prévenir. Et donc, des deux côtés, il n'y a pas de confiance et il n'y a peut-être pas de résilience. Donc ça, c'est vraiment mais pour moi, c'est purement culturel, en fait. Alors, sur les recos. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, aujourd'hui, je recommande, sur le contexte purement Covid, vraiment, c'est quand même de s'asseoir à un moment et de faire participer un maximum de gens dans l'entreprise. On peut faire ce qu'on appelle des sprints digitaux. Il y a plein de moyens pour faire remonter, par exemple, leur poser 2 questions. Pendant ces mois-là, qu'est-ce que vous voulez plus jamais vivre ? Voyez un peu ce qui remonte. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait, ou vous avez entendu dire, ou entendu parler, qui était innovant, qui était particulièrement intéressant, qui vous a particulièrement plu, et que vous voudriez garder ? Avoir un réel bilan positif, négatif de cette période. C'est ça, et on peut passer par le digital pour faire ça, et ça prend un quart d'heure. Enfin, c'est une petite technique assez sympa d'intelligence collective, et on peut faire travailler jusqu'à 200-300 personnes dans ce quart d'heure, tous en même temps, en fait. Et on en retire directement les enseignements. Et voilà, et mettre en place tout de suite ce qui a vraiment été très compliqué. Il faut régler les choses, parce que la crise va durer, quoi. Donc ça, c'est... Voilà. Véronique, une recommandation ici de ce que vous avez vécu ? Déjà, je pense que c'est d'avoir un plan de crise. Ça me paraît un plan de gestion de crise, en tout cas, puisque comme le disait Emmanuel, ça s'improvise pas. C'est vraiment une méthodologie. Il y a des écueils à éviter et il y a tous les aspects, je dirais, multidimensionnels d'une crise, et que parfois on a tendance à oublier certains aspects. On va faire que du sanitaire et puis tac, il y a une attaque cyber qui arrive. Et alors là, c'est la désorganisation complète. Donc je pense que c'est revoir son plan de gestion de crise, le mettre en place s'il n'y en a pas un, et être formé et s'entraîner. Ça me paraît être la recommandation première. Peut-être une autre qui est très attachée pour le coup à Téléperformance, et là c'est plus pendant la crise. Nous on a vu les bienfaits de prendre un extrême soin de notre capital humain à tout moment. C'est déjà par leur donner une information qui soit transparente et régulière. Je crois que c'est important, donner des messages positifs, parce que dans ce moment morose, c'est pas toujours facile. Des messages de reconnaissance, parce que sans eux, c'est compliqué d'avancer, et on a beau avoir le meilleur PCA du monde, c'est compliqué. Et aussi un peu de fun par certaines initiatives. Et je crois que c'est très fédérateur en temps de crise, et très important pour les collaborateurs. Vous parliez aussi au tout début de l'implication de la direction générale. Visiblement, chez vous, ça a été très important, et ça a changé la donne ? Clairement, avoir un leader fort en gestion de crise est essentiel, parce que c'est lui qui va impulser une dynamique, des objectifs clairs, parce qu'il peut y avoir des objectifs qui parfois ne le sont pas, et donc un leadership très fort qui va fédérer l'équipe et nous amener vers un but commun qui est on continue, on se protège, on fait attention, on préserve le groupe et vos emplois. Et je crois que c'est très important, et ça passe aussi par ce leader et par la culture d'entreprise qu'il a amenée. Alors, en guise de conclusion, moi qui ai une question, là, je vous vois pas. Hein, il faut beaucoup bouger si vous avez une question, parce que on est un peu trop ébloui. Un mot de conclusion peut-être sur le message fort que vous souhaitez faire passer aujourd'hui. Est-ce qu'en une phrase vous pourriez me résumer votre message ? Je crois qu'avec cette crise, on a appris à être surpris. Et c'est un sacré apprentissage de mon point de vue. Donc je crois qu'il faut capitaliser sur cet apprentissage et en faire une valeur ajoutée pour chacun et pour l'entreprise.
Emmanuel, hein. Moi, je dirais que là, tout le monde peut lire le Black Swan, hein, puisqu'on a ce Black Swan derrière. Le bouquin de Taleb est Antifragile, hein, également le deuxième qui est excellent. Un seul mot, en fait. Hein, on a compris que ça ne peut pas s'improviser. Donc, en fait, il faut absolument avoir réfléchi à qu'est-ce que serait une crise pour votre entreprise, qu'est-ce qu'on ferait, comment est-ce qu'on s'organiserait, quelle méthode, et puis surtout s'entraîner, parce que c'est la gestion de crise, hein, c'est comme je dis souvent, c'est comme le petit certificat de secouriste de la Croix-Rouge. Si vous n'avez pas refait un entraînement dans l'année, vous perdez le certificat. Et le problème de l'action réflexe, donc de l'ouverture de cellules de crise et des premières mesures et des premières réflexions, c'est absolument fondamental, parce que si on rate l'ouverture, 3 mois plus tard, vous êtes encore... Enfin, ça ne se rattrape pas, en fait. Très concrètement, ça se rattrape assez mal. Et donc y avoir réfléchi avant et s'entraîner. Benoît, ton message fort en conclusion? Disons que c'est effectivement, enfin, pour les entreprises, elles pouvaient penser le monde en termes de structure. Là, il faut plutôt le penser en termes de dynamique. À chaque nouvelle crise, on essaie d'apprendre à être surpris, ce qui est un peu un vœu pieux, parce que anthropologiquement, on aime être dans nos petites certitudes et dans notre confort. Sauf que le monde étant de plus en plus interconnecté, les menaces le sont tout autant, que ce soit du cyber, que ce soit du sanitaire, que ce soit des conflits. Nos chaînes logistiques sont internationalisées. Donc, chaque soubresaut du monde, où qu'il se trouve, et quelle que soit son échelle, impacte aujourd'hui l'entreprise. Donc, c'est simplement, effectivement, apprendre collectivement à avoir une certaine forme de flexibilité mentale, et puis être en capacité de construire un sens commun partagé, quel que soit l'événement indésirable qui survient. Donc ça, c'est la force du collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching pour essayer de redonner du sens à l'entreprise. Il faut arriver à remotiver les collaborateurs, parce que la meilleure résilience qui soit, eh bien, c'est l'investissement que l'on veut donner à l'action. Voilà. Par exemple, au GIGN, un gars est prêt à se faire trouver la peau pour 3 000 € par mois. Tout simplement parce que derrière ça, il y a une certaine forme de motivation. Aujourd'hui, il y a une crise de sens des entreprises. Et donc, dès que les entreprises sont en crise, ça s'étiole. Soit ça s'étiole, soit ça se révèle. C'est relativement binaire. Il y a une réaction dans les deux cas. Mais si ça s'est révélé, si vos salariés ont réagi positivement, il faudra qu'il y ait une récompense derrière, d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne parle pas forcément en termes de monnaie, ça peut être une récompense symbolique, mais il faudra resserrer les effectifs et redonner une dynamique à l'ensemble. Merci beaucoup à tous les trois. Et je vais appeler les responsables les intervenants de la prochaine table ronde. Nous allons parler des conséquences que nous pouvons tirer aujourd'hui sur notre gestion des risques. Bonjour à toutes les deux. Alors, Sophie Mauclair, à nouveau, vous avez accepté de nous aider sur cette table ronde, et ça permettra d'avoir un bon complément par rapport au choc de la crise dont vous parliez tout à l'heure. À mes côtés, Nathalie Malissé. Alors, Nathalie, vous êtes commissaire aux comptes au sein du cabinet Annexis à Bordeaux. Et vous êtes également membre et très active au sein de la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc, vous nous apporterez un peu le regard de l'auditeur externe sur ces risques d'entreprise. Et puis, à distance, et j'espère que ça marche, nous avons Gabriel Prévost, qui est responsable commercial grand compte chez Euler Hermès France. Gabriel, êtes-vous là? Bonjour Gabriel. Je suis là et je vous entends. Parfait, nous vous voyons très bien, nous vous entendons très bien. Alors,
on a avancé de 2 étapes. On a vu le choc tout à l'heure. Hein. On a parlé de la gestion de crise qui s'est passée vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, si on va un cran plus loin, qu'est-ce qui doit changer dans votre politique, dans les politiques de gestion des risques? Sophie, peut-être en boucle par rapport à tout à l'heure. Tout à fait. Donc en fait, moi ce que je dirais, c'est qu'on parle de plus en plus de risques qui sont connectés. Effectivement, Benoît l'a évoqué, les risques qui sont connectés. Et avec cette crise du Covid, en fait, on en a eu l'illustration parfaite. Crise sanitaire, crise économique, crise supply chain, crise cyber. Et je dirais, la première chose qu'il faut voir, c'est quand on a des risques de plus en plus connectés, il faut avoir une réponse, une approche connectée et intégrée également. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, il faut qu'au sein de l'entreprise, et ça aussi Guillaume l'a évoqué, les différentes lignes de défense en fait travaillent ensemble de manière collaborative. Il faut après que dans l'entreprise, les différents niveaux organisationnels, et ça Benoît l'a aussi évoqué, soient tous résilients à leur niveau. Et il faut enfin qu'à l'extérieur de l'entreprise soit aussi connectée et une démarche coopérative et collaborative avec ses parties prenantes qui sont les partenaires externes, les autorités gouvernementales. Donc mon propos liminaire, c'est de dire que face à ce genre de crise, faire attention à avoir cette approche intégrée. Et donc nous, en fait, chez DIS, déjà ce qu'on ne doit pas changer, mais au contraire renforcer avant de parler de ce qu'on doit changer. Ce qu'on ne doit pas changer, c'est le fait que historiquement, on avait conçu en fait nos dispositifs gestion de risque, gestion de crise et plan de continuité, certes qui sont différents, mais de manière justement aussi connectée. Alors pour être très concrète, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on a un pilote de cellule de crise, on va lui demander en fait de brainstormer avec son équipe pour qu'il identifie des scénarios de crise par rapport à son contexte. Et ce scénario en fait lui sert à quoi? Il lui sert à anticiper sur les mesures de gestion du risque pour éviter que cette crise se produise. Ça va lui servir à identifier des ressources dont il a besoin. Donc là, on fait le lien avec le plan de continuité. Et après, ça nous sert aussi à nous, au niveau du corporate, à avoir un vivier d'idées dans lequel on va venir puiser pour créer le fameux scénario de crise dont on parlait, les formations dont on parlait. Alors ça a marché, on doit le conserver. Le seul point, en fait, c'est de se dire que par rapport à ce scénario, et là je fais le lien avec les risques connectés, il faut encore plus qu'avant trouver des scénarios qui vont montrer effectivement qu'on est en phase d'incidents qui sont simultanés ou qui sont effectivement interconnectés. Et jouer ces scénarios-là, donc c'est beaucoup plus complexe qu'avant. Donc ça, c'est ce qui ne doit pas changer et qu'on doit renforcer. Ce qui a déjà changé, c'est, je dirais, le poids qui est donné à l'impact financier de nos risques, de nos décisions, de nos investissements. L'impact financier est beaucoup plus regardé qu'avant, parce qu'il est assez normal, c'est qu'on a tous été impactés au niveau profitabilité, au niveau chiffre d'affaires. Et donc nous, on a constaté, en fait, chez Thales DIS, un besoin beaucoup plus important qu'avant de quantification de nos risques et une application beaucoup plus visible de notre directeur financier dans nos comités de risque. Ça, c'est notable. Ça a déjà changé. Ce qui doit maintenant changer, c'est que pour éviter effectivement ce pilotage à court terme et très orienté finance qu'on peut constater aujourd'hui, il faut qu'en tant que risk manager, on puisse redonner une vision haute et longue à nos directions. Et ce que je proposerais, mais qui n'est pas forcément vrai dans toutes les entreprises et pas non plus vrai non plus chez DIS, c'est de s'appuyer sur ces tendances macro qu'on peut observer au niveau géopolitique, macroéconomique, sociologique, pour voir comment ces grandes tendances peuvent impacter de manière positive ou négative nos stratégies. Et voir justement comment est-ce qu'on peut en tirer des opportunités pour agir différemment et évoluer différemment. C'est toutes les projections sur les risques à 30 ans auxquelles vous pensez, enfin, ce genre de projections qui paraissaient quand même assez théoriques ou presque philosophiques il y a quelque temps. Maintenant, vous les appliquez directement. Alors pour être très concrète, encore une fois, comprendre la digitalisation. La digitalisation, c'est quoi? C'est un impact sur nos modes de travail, un impact sur nos modes de management, un impact sur nos modes de consommation. On l'a évoqué, c'est un risque, parce que cyber, c'est une opportunité si on le gère bien, parce que fluidité, agilité. Nathalie Malissier, dans les entreprises que vous auditez, enfin, dans les nombreuses entreprises que vous voyez, quel a été
la perception, la façon dont s'est déroulée la crise, et ce qu'on a vu tout à l'heure avec Sophie, et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voyez de différent dans leur gestion des risques? Alors tout d'abord, ce qu'on a pu observer, c'est malheureusement dans un premier temps une certaine naïveté. On a tous regardé la télé, on a tous vu ce qui se passait en Chine, et quand on commençait à discuter avec nos chefs d'entreprise, parce qu'on est sur la fin de l'année, on est en train de préparer la clôture des comptes, on s'interroge un peu sur la continuité. Ben oui, ça se passe en Chine, mais la Chine, c'est loin. Et puis vous savez, j'ai pas forcément des clients ou des fournisseurs en Chine, donc c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, ça va s'arrêter à nos frontières. Dans une précédente table ronde, on a parlé de l'Italie. L'Italie qui est quand même un pays voisin avec qui on a des relations économiques assez importantes. Pareil, un déni s'est installé. En France, on ne sera pas touché. Et pourtant, on a quand même quelques signes qui annoncent, et on a noté dans les plus petites entreprises une certaine impréparation, une certaine naïveté, et puis d'un coup, ça arrive. Vous étiez en pleine clôture des comptes fin janvier, ça posait de problème à personne pour le budget 2021. Voilà, c'est la stupéfaction, d'un seul coup, tout doit s'arrêter. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, ça a été beaucoup la question qui est revenue vers les conseillers quand on n'avait pas des structures qui bénéficiaient de RM, par exemple. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? On me dit de renvoyer tous mes salariés, mais comment je vais faire? Comment je vais produire? Comment on va arrêter les comptes? Pour nous aussi, ça a été une difficulté sur l'audit. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un biais cognitif très fort, parce qu'on peut avoir tous les plans qu'on veut. On peut avoir écrit des procédures pour gérer la crise, et quelque chose de fondamental, c'est l'humain. L'humain qui est ce point qui fait qu'à un moment, ça a été évoqué dans une précédente table ronde, on appuie ou on n'appuie pas sur le bouton. Parce qu'on avait quand même, sincèrement, tous les clignotants qui étaient au rouge vif. Et pour autant, beaucoup d'entreprises ont attendu les dernières heures pour vraiment se mettre en position de gérer cette fameuse crise. Alors aujourd'hui, l'enseignement que l'on peut en tirer, c'est qu'il faut aller plus loin. Vous avez parlé de scénario, et c'est vrai que moi je me bats avec certaines entreprises, parce que l'avantage de nous, auditeurs externes, c'est qu'on a une vision qui est globale. On voit les entreprises, on fait ce qu'on appelle du benchmarking, et quand on leur dit « Non, mais vous avez réfléchi à ce risque-là » « Oh non, mais ça ne me concerne pas. » Mais si, mais on l'a vu, enfin... On imagine que c'est possible, il y a des entreprises qui l'envisagent. Donc pourquoi vous ne l'envisageriez pas, et vous n'êtes pas en train de préparer une réponse à ce risque-là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de pousser les entreprises à réfléchir à tout ce qui ne serait pas possible. Sophie, une recommandation complémentaire, vous avez déjà donné des recommandations tout à l'heure, mais dans ce nouvel écosystème, justement. Alors, je dirais, dans ce nouvel écosystème, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Je dirais, ramener à l'échelle de l'entreprise, je dirais qu'il y a deux pièges qu'il faut éviter. Le premier, c'est celui de la complexification. Parce que souvent, quand on est en face de situations complexes, on a tendance à avoir des réactions, des modes de fonctionnement complexes. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Il faut au contraire rester pragmatique, faire preuve de bon sens. Juste pour expliquer, on a parlé d'anticiper, c'est identifier ce qui peut nous arriver. On ne pourra jamais tout prévoir. Et quand on parle de simulation, de scénario, etc., l'idée, c'est pas de prédire le bon événement. L'idée, c'est de se dire, si on était confronté à ce genre de situation, comment individuellement, collectivement, on réagirait. Donc c'est pour apprendre aux équipes cette notion d'agilité, de résilience. Et dans ce sens-là, effectivement, que je dis, ne tombez pas dans des méga planifications de scénarios avec des processus détaillés, on l'a vu, ils ne sont pas ouverts, donc ils ne servent à rien. Donc vraiment, agir sur les comportements des hommes. La deuxième recommandation que je ferais, c'est de dire que on a parlé tout à l'heure des biais cognitifs. En tant que risk manager, on peut être confronté à deux types de populations de managers, de dirigeants, ceux qui seront dans le déni et ceux au contraire qui sont très frileux et qui ne voudront plus prendre de risques. Et donc la recommandation au risk manager que je ferais est la chose suivante: essayez encore plus qu'avant d'avoir une approche holistique, faites appel à des sources multiples, à des expertises multiples, à des données, à des retours d'expérience, à des bonnes pratiques, de telle façon à quand vous allez remonter une analyse à la direction, ayez en fait l'analyse la plus étoffée, la plus solide possible pour que le dirigeant ne soit ni dans ce déni, ni dans la peur de prendre des risques. Donc vraiment une approche holistique de telle façon à éclairer nos dirigeants encore plus qu'avant et permettre vraiment des prises de décision éclairées qui soient, encore une fois, ni dans le déni, ni dans un appétit au risque du très frileux.
Une question, Nathalie, qui est pour vous en fait. La prochaine. Alors pourquoi pour vous? Parce que vous êtes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vous occupez des questions cyber à la CNCC. Absolument. Alors je lis. La prochaine pandémie mondiale sera-t-elle cyber? Est-ce qu'on a un risque systémique mondial de cyberterrorisme? Sommes-nous prêts? Et c'est même précisé. Les entreprises et les assureurs sont-ils prêts? Alors, la crise cyber, c'est pas nouveau. Elle existe déjà. On en parle beaucoup, Cécile, vous savez. Ça fait plusieurs années qu'on alerte. Pour ceux qui seraient curieux, je vous invite à vous procurer un rapport, celui de l'Institut Montaigne, qui a été écrit il y a 2 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà il y a 2 ans, sur justement cette tempête cyber qui pourrait arriver et qui pourrait bloquer la France entière avec relativement peu de moyens. Pour ceux qui ont été curieux, qui ont observé un peu ce qui s'est passé, oui, pendant la crise Covid, on a vu une augmentation de 700% des attaques. On a fait naître de nouvelles fragilités, justement, par ce manque de préparation, parce que autant dans les entreprises, on a géré le risque cyber, on était organisé, le matériel était paramétré avec des antivirus, des firewalls, etc. On avait des VPN, on a renforcé nos serveurs, bref, on se croyait super bon. Puis on a juste oublié un truc, c'est le maillon faible, c'est le collaborateur qui est chez lui, qui partage son ordinateur avec sa femme, ses enfants, qui a une box dont il n'a pas changé le mot de passe depuis son installation il y a 5 ans. Enfin bref, tout un tas de risques. Donc oui, la crise Covid a généré un nouveau type d'attaque, a augmenté et a intensifié les attaques. Et d'ailleurs, c'était une des angoisses qu'on avait, c'était de se dire toute notre économie, toutes nos entreprises ne tiennent que parce qu'on travaille à distance. Et si demain on nous coupe ce fil, le travail à distance, c'est la catastrophe parce que les gens seront chez eux et ne pourront plus travailler. Donc bien entendu, ça a été un risque sur le risque qui est venu apparaître. Alors ma réponse est non, les entreprises en France ne sont pas prêtes. Les très grosses, oui. Elles ont mis les moyens, elles ont rattrapé le retard qu'on avait peut-être il y a 10 ans, mais elles sont en place, elle fonctionne bien, il y a une énorme collaboration qui se fait avec cybermalveillance, l'ANSSI, la police, la gendarmerie. En France, on a vraiment pris à bras le corps ce problème quand on voit d'ailleurs l'intervention de nos ministres, que ce soit au FIC à Lille ou aux Assises. On s'est doté de la cyber-arme. Donc, c'est un sujet qui est vraiment bien géré au niveau de l'État et pas du tout au niveau des entreprises. Moi, j'en appelle aux chefs d'entreprise quand j'en parle à mes clients, à des connaissances. Je leur dis, mais vous savez, vous êtes tous potentiellement des victimes, vous êtes tous potentiellement des cibles. Moi, je pourrais vous apporter, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de témoignages d'entreprises qui ont vécu des attaques basiques, mais diablement efficaces pendant le Covid, parce que le Covid, les gens étaient éloignés, ça a été dit à une précédente table ronde, donc moins de contrôle. Mais même si vous êtes en état normal de fonctionnement, il y a quand même beaucoup d'attaques, donc il y a une vraie mission de sensibilisation à mener. Mais oui, les entreprises ne sont pas prêtes, je suis désolée de le dire. Merci Nathalie. Je pense que le message n'en finit pas d'être diffusé, mais absolument, pas toujours encore. Une question, Gabrielle, que je vais vous poser parce que je ne la poserai pas à notre prochain intervenant qui est de chez Veolia, pour mémoire. Alors, est-ce le moment de procéder à des acquisitions ? Pourquoi pas ? Oui, ça peut. On le disait tout à l'heure, beaucoup de sociétés sont, j'allais dire, gorgées de trésorerie parce qu'elles ont pu lever des PGE pour certaines et que les besoins en fonds de roulement ont été atténués par le ralentissement de l'activité. Donc, il y a potentiellement une capacité de dégager du cash pour faire des acquisitions. Souvent maintenant, au début du confinement, il y avait le débat d'une courbe en U, d'une courbe en W. Aujourd'hui, on parle de courbe en K. Donc vous avez des secteurs qui vont bénéficier des suites du confinement et du déconfinement. Je pense par exemple à l'agroalimentaire qui a plutôt profité de ça, et puis des secteurs qui vont fortement souffrir pendant encore les semestres à venir. Donc il y aura des opportunités dans certains secteurs, il y aura des sociétés qui vont s'en sortir et du coup sortir par le haut de cette crise avec potentiellement une capacité à faire des acquisitions effectivement. Une autre question qui se pose quand on se pose cette question-là, c'est de savoir est-ce qu'on va être financé, est-ce qu'on va être accompagné et par quels moyens. Est-ce que les banques vont avoir de l'appétit pour suivre une demande d'investissement d'un de leurs clients, parce que projeter des cash flows dans les années à venir,
c'est plein d'incertitudes. Donc il va falloir aussi trouver les bons partenaires pour financer ces acquisitions-là. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de cette table ronde. J'ai envie de vous demander, comme au précédent, quel serait votre message fort pour les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui? On a eu des recommandations, mais là peut-être plus un résumé ou votre message. Mais le message fort, en fait, c'est de dire, anticiper pour se préparer, mais ne tombez pas dans la planification à outrance. Donc on l'a tous évoqué. Moi personnellement, je ne pense pas que pour ce genre de risque systémique, la cartographie soit la réponse, la cartographie des risques soit la réponse. On l'a tous évoqué ce matin, je pense qu'on est tous en face sur le sujet. Ce qui compte, c'est la gestion de crise et la préparation des hommes. Donc il faut anticiper, se préparer et ne pas tomber dans la complexification. Oui, je suis d'accord pour dire que l'humain sera la réponse. Éviter des moments de stupéfaction, en même temps éviter aussi l'angoisse, donc pas surenchérir sur ce qui peut arriver. La preuve en est, on s'en est pas trop mal sorti dans l'organisation des entreprises, tout le monde a beaucoup donné. On a vu des collaborateurs en télétravail faire plus peut-être que ce qu'ils auraient fait au bureau, parce que se rendant bien compte qu'on était dans des conditions exceptionnelles. Donc moi j'ai une certaine fierté quand même d'observer ce qu'ont pu faire les chefs d'entreprise, ce qu'ont pu faire leurs collaborateurs. Maintenant, il faut réfléchir, il faut capitaliser sur cette expérience et se préparer à tout nouveau type de crise qui pourrait arriver. C'est ça, c'est en briefant les équipes, en inculquant la résilience, en disant si ça arrive, il faut qu'on soit prêt et qu'on en souffre le moins possible et qu'on redémarre. L'enjeu, il est là, il est dans le redémarrage de l'économie. Gabriel, en un mot. Moi, je dirais qu'au chef d'entreprise de décider là où il veut mettre le poids du corps en termes d'agilité et de résilience. À mon sens, il faut distinguer ces deux facteurs et que le chef d'entreprise ou l'entreprise puisse identifier je veux avoir de la résilience en cas de choc, même imprévu, sur ma trésorerie, sur mon stock, je veux être à la pointe, au contraire, en matière de capacité de production et pas dépendre de certains fournisseurs. Voilà. Et puis les facteurs d'agilité, au contraire, ça peut être à l'inverse. Je ne veux pas avoir de stock et limiter mon stock au maximum parce que en cas de crise, je n'aurai pas à court terme de problème de trésorerie. Donc je dirais identifier quels vont être mes facteurs d'absorption de choc et quel va être à l'inverse mon facteur d'agilité et de réactivité s'il devait y avoir un trou. Et puis évidemment, pour la partie l'ARMS et l'assurance crédit en particulier, je dirais qu'elle peut être se préparer à la conséquence d'un impayé ou d'un retard de paiement d'un des clients majeurs ou de plusieurs gros clients, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois, le too big to fail n'est plus une règle qui existe. Merci beaucoup à tous les trois. Et je vais maintenant demander à Oliver Wilde, président de l'AMRAE, de venir me rejoindre. Alors Oliver Wilde, vous êtes président de l'AMRAE, l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Vous êtes aussi directeur des risques, des assurances, de la coordination du contrôle interne du groupe Veolia, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors peut-être, vous êtes là depuis 9 heures, hein. Peut-être pour commencer, une petite réaction sur ces différentes tables rondes. Est-ce que vous avez été surpris, conforté par ce que vous avez entendu à la fois en termes micro, les témoignages d'entreprise, et puis dans les analyses un peu plus macroéconomiques ou des assurances? Oui. En tant que risk manager et président de l'association de la profession, je dois dire que c'est du petit lait, ce que l'on entend là. Beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations et aussi la confirmation que les entreprises qui ont investi dans le risk management ont été les plus résilientes quelque part. Après, la crise n'est pas finie et il n'y a pas que le risque du Covid. Et je pense que la vraie question, c'est on a peut-être une partie du tissu économique qui a été résilient, mais pas tout le tissu économique, et donc on doit continuer à diffuser cette culture du risque,
à donner les clés aux plus petites entreprises, pas que les grandes entreprises qui ont pu avoir les moyens financiers, mais aussi en ressources humaines. Et on voit bien l'importance du capital humain dans la gestion des risques, même s'il lui-même pose un risque en tant que tel. L'autre aspect, c'est l'aspect tangible du PCA, c'est-à-dire que c'est pas seulement le document, on a coché la case, vous avez bien un PCA, on sait comment gérer une crise, oui, tout à fait. Et c'est l'importance de pouvoir s'entraîner et de se former. Et j'étendrai même cette notion-là au-delà des murs de l'entreprise. Et quand on parle de résilience du territoire ou résilience d'écosystèmes tels qu'une ville, on voit bien les villes qui sont plus exposées à des catastrophes naturelles, à des tremblements de terre, ce genre de choses-là. Toute la population a développé des réflexes, a été formée au comportement approprié en cas d'événement. Et la répétition fait qu'en fait, il y a une solidarité qui se développe et on voit en fait une communauté entraînée avec les bons réflexes et beaucoup plus solidaire qui va s'entraider dans des situations de stress et de choc. Et en France, on n'est peut-être pas si exposé que ça ou de façon si récurrente et on n'en retire pas forcément tous les enseignements. Enfin, même si on a eu des inondations à succession, c'est pas la première. Est-ce que vraiment on retire les enseignements nécessaires et est-ce qu'on forme les gens? Je discutais avec le maire de la Nouvelle-Orléans quand on travaillait sur la résilience des villes et il était choqué d'apprendre qu'en fait la majorité des enfants en dessous de 10 ans ne savaient pas nager. Donc une mesure concrète, c'était justement d'imposer les cours de natation dans les écoles, par exemple, face à un risque d'inondation. Vous, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette crise? Alors, ce qui a été impressionnant, c'est le partage d'expériences pendant la crise, dès le début. Et on a été un vecteur de ça à l'AMRAE, c'est-à-dire qu'on a beaucoup publié de cas pratiques, d'outils et de partage d'expériences. D'ailleurs, vous en retrouvez dans Atout Risk Management, qui est le magazine de l'association, qui est disponible gratuitement en ce moment. Donc c'est vraiment cette inspiration des autres et l'entraide. Vous échangez beaucoup entre risk managers, c'est une communauté qui communique beaucoup entre elles? Oui, tout à fait. Et je pense que l'association est un forum qui permet de faciliter ce dialogue. Puisque le risk management n'a pas le même niveau de maturité en fonction des entreprises, non seulement de leur taille, mais aussi de l'acceptation et du positionnement du risk management. Et je reviens à un commentaire qui a été fait plus tôt sur la vision du conseil d'administration sur le risk management. Je rappelle quand même que le comité des comptes et de l'audit a dans ses missions de s'assurer qu'il y a un dispositif de gestion des risques qui soit efficace. Et c'est pas que les assurances et de savoir combien on a payé notre assurance, c'est bien le fondamental du risk management avant et de bien comprendre ces risques-là. Et le conseil d'administration a un rôle de challenger la direction générale sur sa bonne compréhension des risques. Donc je pense qu'avec une crise aussi tragique qu'est le Covid, le risk manager a une opportunité incroyable de vraiment faire passer des messages au plus haut niveau de la gouvernance et vraiment de débloquer les investissements nécessaires pour le risk management. Ça a été évoqué un peu tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que l'oreille, je suis vraiment au sens large, est-ce que vous sentez que dans la société française, dans les entreprises françaises, l'oreille des dirigeants est plus attentive au risque aujourd'hui qu'il y a 6 mois et qu'il y a 10 ans? Il est clair que le risk management ou la gestion des risques est beaucoup plus présente dans même les processus les plus quotidiens, on va dire, dans les comités d'investissement par exemple, ou dans les prises de décision stratégiques de l'entreprise. Alors est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas, il faut continuer à développer cette culture du risque. Et moi j'aime à dire que tous les collaborateurs de l'entreprise sont des risk managers, enfin ils ont une contribution à donner, et le premier c'est le directeur général, qui est le risk manager en ligne. La filière risk management n'est là que pour coordonner, animer cette discussion, donner les outils pour alimenter, mais les experts des différents risques,
et les décisions stratégiques, elles sont prises par le top management. C'est ce que j'allais vous demander. Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a évidemment pas de risk manager. Alors, je ne sais pas à partir de quelle taille d'entreprise ou de quel profil il est bon d'avoir un risk manager. Peut-être que c'est une partie de ma question. Mais quand il n'y a pas de risk manager, comment promouvoir la parole du risque? Qui doit la promouvoir et très concrètement, comment? Je pense que c'est le tone at the top, en fait. C'est vraiment le dirigeant de l'entreprise et son COMEX ou son comité de direction. Mais c'est aussi le chef opérationnel de site qui est responsable de ses équipes et qui gère les risques opérationnels du site. Mais je pense clairement que si on veut vraiment diffuser une culture du risque, il faut qu'il y ait vraiment cette prise de conscience risque et opportunité, parce que les deux vont ensemble. Et d'avoir cette discussion autour des risques de façon fréquente, se rechallenger. C'est pas parce qu'on a passé la période de confinement qu'il fallait pas faire un retour d'expérience, par exemple, et se préparer à, on parle de deuxième vague ou peut-être de réplique, et de savoir comment la deuxième vague ou ces répliques va se profiler, parce que on essaie d'éviter un confinement en France, mais ce que l'on voit, c'est des mesures très régionalisées. Et donc il y a une adaptation et une agilité à avoir qui n'est pas tout à fait la même que quand on a un confinement national. De même que quand on est une entreprise internationale, on a pu bénéficier, et notre collègue de Carrefour a pu en témoigner, mais d'autres, c'est quand on a eu des implantations dans des pays qui ont été touchés en premier, on a pu apprendre rapidement de comment réagir. Et là, suite à l'expérience que l'on a eue en France, et voir les mesures qui sont régionalisées, on devrait avoir pu développer des plans de pré-alerte, de phase d'alerte, de phase de crise et de sortie de crise, et d'avoir ce cycle par rapport à celle qu'on a vécue déjà au printemps. Alors j'allais vous demander vos recommandations pour passer dans les prochaines crises. Quelles seraient vos 3 recommandations aujourd'hui? Alors, une des recommandations, c'est de rechallenger, et ça a déjà été évoqué. Je pense que qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été bien géré, qu'est-ce qui l'a été moins, quelles sont les conséquences de la crise, de ne pas tirer des enseignements trop rapides. On a beaucoup parlé du télétravail. On a eu des réactions sorties de confinement qui étaient de dire tout le monde va être en télétravail et c'est l'avenir. Et donc, du coup, je vais économiser sur mon espace bureau. Donc, superbe économie. Mais en fait, on n'a pas vraiment pensé aux risques psychosociaux de travail à distance. Qu'est-ce que ça fait à la culture d'entreprise? Et donc, du fait, qu'est-ce que ça fait à ma culture de risque, cet éloignement? Il y a des gens qui vivent très mal le télétravail. Donc voilà, de ne pas tirer des enseignements trop rapides, vraiment d'avoir un retour d'expérience détaillé, d'avoir une vision qui est pas... il faut avoir une vision court terme. C'est-à-dire qu'on gère une crise, on gère l'urgent et l'important. Mais en parallèle, ce qu'il faut développer, c'est aussi, à côté de la cellule de crise, une cellule d'anticipation. C'est-à-dire à quoi vont ressembler les 3 prochains 6 mois et 18 mois. Parce que là, les impacts sont longs. Donc on a pris une on crise est déjà depuis 6 mois dans la crise, en fait. Voilà. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc ça peut avoir des impacts assez lourds sur une stratégie à 4, 5 ans et ainsi de suite. Et l'autre élément, c'est de ne pas trop se focaliser sur le Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres risques, il y avait d'autres risques avant, et d'autres enjeux. Et le Covid n'est pas venu annuler tous les risques, bien au contraire, il y a certains risques qui sont exacerbés du fait de cette crise. Donc on a mentionné le cyber qui est assez logique. Mais il y a quand même des enjeux significatifs où l'on ne pourra pas dire j'ai pas vu le Black Swan, et je pense notamment au dérèglement climatique. C'est-à-dire que celui-là, c'est un risque au développement très long. Mais je ne peux pas dire je l'ai pas dans ma carto, et je ne peux pas dire que je ne l'ai pas anticipé. Donc il y a aussi un des grands apprentissages, et ça a été évoqué plus tôt dans une table ronde, c'est de dire quel est mon nouveau modèle. C'est-à-dire que l'opportunité de la crise Covid-19, c'est de dire que on a des modèles assez classiques qui ont perduré pendant des années. Qu'est-ce que je dois reconstruire? La résilience,
en physique, c'est je rebondis et je reviens à la normale, c'est-à-dire comme j'étais avant. Une nouvelle définition de la résilience, c'est de dire non, en fait, je rebondis et je reconstruis plus fort et plus meilleur, donc plus adapté à mes nouveaux enjeux. Et comme j'ai une opportunité de changement, changeons pour le mieux et en intégrant les autres enjeux qu'on traitait potentiellement mal avant. C'est le moment d'être plus audacieux, plus agile. Faut toujours prendre des risques pour bénéficier à plein de ces opportunités. Oui, je pense que, plus audacieux, je sais pas, d'avoir une bonne compréhension de ces risques, ça permet d'avoir une entreprise, une société qui est plus responsable et plus durable et plus résistante, plus résiliente. Un mot de conclusion, Oliver, on arrive à la fin de cette matinée. Si vous deviez conclure et résumer, quel est votre message ? Alors je pense que si ça n'a pas été fait, il faut rapidement se poser les questions sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, puisque comme vous l'avez dit, la crise n'est pas finie. Et vraiment de pousser ce message de risk management et d'articuler un dialogue concret avec les dirigeants de l'entreprise. Après, je ne pourrais pas terminer sans parler des assurances, parce que ça a été l'objet de... Donc je suis content de voir qu'on valorise l'importance du risk management. Et donc j'espère que les assureurs ne vont pas traiter la correction des 50% de baisse sur les 15 dernières années d'un point de vue portefeuille, mais bon, bien faire le tri entre ceux qui ont investi dans le risk management ou qui vont le faire, et donc vont leur accorder un peu de souplesse par rapport à l'augmentation tarifaire. Ne pas mettre tout le monde dans le même panier quand il y en a qui travaillent bien. Exactement. Merci beaucoup Oliver, merci à tous pour votre écoute attentive. Je pense que nous avons les clés pour passer une année dans la tempête, s'il le faut, et en espérant vous retrouver l'année prochaine, démasqués peut-être. Merci à tous. Merci.